Tu as l'œil. On fera du WOT aujourd'hui, on fera totalement du WOT aujourd'hui, Balou, juste après la suite et fin de l'Odyssée, tout simplement. Alors donc, pour reprendre un petit peu l'Odyssée, pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vais tenter, je dis bien tenter, de vous résumer très vite fait le début de l'Odyssée. Donc, on en est arrivé à la guerre de Troie, la guerre de Troie est finie. Beaucoup de gens sont morts, Achille est mort, etc. Les Grecs qui sont encore en vie reprennent leur bateau pour rejoindre la Grèce. Ménélas retourne chez lui à Sparte, mais on n'a pas de nouvelles ni d'Agamemnon ni d'Ulysse. Du coup, Télémaque, fils d'Ulysse, qui était resté en Ithaque depuis tout ce temps, a bien grandi et décide de partir à la recherche de son père. Finalement, il va voir Ménélas à Sparte, qui est un des rois qui est rentré de la guerre, en disant « Coucou, est-ce que t'as des nouvelles de mon daron ?» Ménélas dit « Oui, ton daron est perdu en mer, et Agamemnon est mort, il a été tué par sa femme et son amant, voilà. » tout simplement, donc du coup il est mort, mais en revanche ton daron n'est pas mort, mais on ne sait pas où il est perdu en mer. Pendant ce temps-là, Ulysse va pas arrêter d'aller d'île en île, va crever l'œil du cyclope Polyphème, va se retrouver chez Éole qui va l'aider à rentrer, puis finalement il va ouvrir la boîte des vents comme un con que Éole lui avait donné. Enfin, c'est pas lui qui va l'ouvrir, c'est son équipage. Bref, c'est ce qui va le ramener chez Éole, etc. Et pendant tout ce temps, il doute, et ça c'est important pour la suite de l'histoire, il doute du pouvoir des dieux. Il commence à devenir athée, finalement. Il ne croit plus dans les dieux, ce qui énerve énormément Zeus, puisqu'il le voit comme un potentiel... un fouteur de merde, ni plus ni moins, parce que si plus personne ne croit dans les dieux, les dieux n'ont plus de raison d'exister, finalement. Donc Zeus a très envie de le bully un petit peu. Poséidon également, puisqu'il a appris que Ulysse avait crevé l'œil d'un de ses fils, à savoir un cyclope, le cyclope Polyphème. Donc il y a pas mal de dieux qui commencent à avoir très envie de castagner ce petit impudent qui est Ulysse, mais il y a une déesse qui reste envers et contre tout pour lui, et qui le soutient dans toutes ses épreuves. Il s'agit d'Athéna, la déesse de la guerre et de la stratégie, parce qu'elle est fascinée par le côté très rusé d'Ulysse. Donc elle continue à dire « Non, viens, on l'aide dans son Odyssée. Comme ça, si on l'aide, il va un jour nous remercier. Il va savoir que c'est grâce à nous s'il a finalement réussi à s'en sortir. » De l'autre côté, il y a Poséidon qui dit « Oui, mais moi je suis pas d'accord, c'est un petit merdeux, il faut qu'on le bute. » Comme d'hab, Zeus ne sait pas quelle partie prendre entre son frère et sa fille chouchoute. Il décide de dire « Bon, ok, on le tue pas, mais on lui fait passer des super mauvais moments. Ça vous va ? Ça va à tout le monde. » Finalement, donc on en est là, Ulysse va avoir couille sur couille tout au long de son Odyssée, parce que Zeus a décidé de trancher entre la mort que voulait Poséidon et le soutien que voulait Athéna, tout simplement. Donc on en est arrivé au moment où Ulysse s'est échoué sur une énième île à la recherche de vivres. Finalement, il va rencontrer la sorcière et déesse Circé, la magnifique Circé qui va transformer tout son équipage en cochon. Finalement, il va négocier avec elle en disant « Si je te file mon cul, est-ce que tu libères mon équipage ?» Bon, c'est pas si simple que ça, mais j'essaye de simplifier au maximum. Et merci Red Eden qui fait monter ce train en offrant un sub à Vince Smoke. C'est adorable, merci Red Eden, c'est trop cool. Merci pour ce train. Et merci Papel qui offre un sub à Metaclid. Ça sonne très grec ça, Metaclid, n'empêche, hein. Couille sur couille, exactement, Letty. Le pauvre Ulysse se prend couille sur couille dans cette Odyssée. Petit instant mémoire, vas-tu réussir à nous redonner le nom des deux... Ah oui, des deux membres de l'équipage d'Ulysse qui ont posé problème hier. J'avoue, la question est fourbe. Alors, il y a Polythèse et Euryloque. C'est bon, je les ai. Ouf, ça y est, j'ai bien retenu. On a compris. Voilà. Donc, on en est à ce moment-là où Circé et Ulysse, finalement... Circé a dit, en échange d'une nuit avec moi, je te rends ton équipage. Ulysse à contre-cœur, bon, pas vraiment, hein. Ulysse accepte plutôt, puisque Circé est magnifique et très gentil, by the way. Il accepte, il dit ok, mais que pour une nuit. Il va rester pas loin d'1 an finalement avec elle, puisque tous les jours, c'est Scrabble, bouffe, soirée, en abondance. Tous les matelots sont bien, ils sont cool. Pendant un moment, même, il se dit « Oh, si on rentrait pas, finalement, on est bien sur cette île. » Et puis, non, finalement, Ulysse tient sa promesse, tient sa parole et dit « Bon, non, je vais rentrer. » Le problème, c'est que... Comment on fait, hein, parce qu'ils ont trouvé cette île totalement par hasard, finalement, en étant balayé de vents en vent. Et il sait pas du tout où aller. Il a pas de cap, il a pas de boussole, il sait pas où il est. Il demande de l'aide à Circé. Circé, elle sait pas plus, mais Circé, elle dit « Moi, je sais. » Qui pourra t'aider, te filer un cap et surtout qui connaît ton avenir, c'est le devin Tirésias. Donc Tirésias qui est enfermé aux enfers. Donc Tirésias, pour résumer, c'était un mec
qui au cours de sa vie, par plusieurs événements, est devenu un homme, puis une femme, puis un homme. Et un jour, au cours d'une dispute entre Hera et Zeus, comme d'hab, il y a toujours des disputes entre Hera et Zeus, il voulait savoir lequel de l'homme ou de la femme le prend le plus de plaisir lors d'une partie de Scrabble. N'arrivant pas à trancher, ils font appel à Tirésias, un des seuls mortels qui a pu vivre dans la peau d'un homme et d'une femme, pour trancher la question finalement. Tirésias, comme il a peur du courroux de Zeus, a finalement dit « Oui, c'est les femmes qui prennent le plus de plaisir au lit, oui, bien sûr, évidemment. » Forcément, Hera, pas contente, lui a crevé les yeux. Pour se faire pardonner, Zeus lui a donné le don divinatoire finalement et lui a filé une canne en or qui a des pouvoirs magiques de divination. Bon, de vous à moi je suspecte, ma théorie c'est qu'il lui a filé la canne parce que c'est un peu une canne d'aveugle. Hein. Il s'est dit, bon, le vieux là, il se fait crever les yeux. Pour se repérer dans l'espace, on va lui filer un bâton d'aveugle. Ça va l'aider. Bref, et donc ce devin-là, finalement, est mort depuis très très longtemps. Il n'est pas du tout un contemporain de l'époque d'Ulysse, mais il savait déjà ce qui allait arriver à Ulysse à ce moment-là. Et c'est les seuls qui peuvent aider Ulysse à retrouver son chemin. Mais comme il est mort, Ulysse doit aller aux enfers pour le retrouver. Donc à ce moment-là, Circé lui dit « Le seul moyen que tu as pour retrouver ton chemin, c'est d'aller aux enfers, trouver Tirésias, qui lui va dire où faut aller pour rentrer en Ithaque. » Que de galères qui s'annoncent. Coucou Fab, t'as une carrière de prof et nous le savons pas. Non, pas du tout, Rafou. Comment un mortel va aux enfers? Excellente question, Neti. Excellente question. On en vient maintenant au moment où un mortel doit aller aux enfers. Hop, alors attendez, je vais juste reprendre mon petit carnet parce qu'il y a plein de noms que je n'ai pas retenus. Voilà, donc à ce moment-là, Circé lui dit... Pour aller aux enfers, tu peux aller aux confins du monde, finalement, au pays cimérien, qui est une porte d'entrée, cachée un petit peu aux enfers. Et à partir de là, tu vas pouvoir trouver le lien entre le monde des vivants et des morts, et tu vas pouvoir rentrer par cette porte à la dérobée. Je te donne 2 vents, Borée et Antiborée, qui sont des vents qui vont souffler, en fait, si tu veux, le bateau d'Ulysse pour l'aider à trouver ce pays cimérien, finalement. Et pour surtout remonter le cours d'eau du fleuve Océan. Oui, un fleuve qui s'appelle Océan, cherchez pas, c'est la mythologie. Pour remonter le cours d'eau du fleuve Océan, qui lui est à la base de tous les cours d'eau du monde, de tous les océans, etc. Tous les fleuves, de toutes les rivières, et donc du coup qui vient forcément des enfers et de sous la terre. Donc, avec les 2 vents, la Borée et Antiborée, il remonte le cours du fleuve, et là il commence à arriver au pays sumérien, donc c'est un pays qui est vraiment dégueu, t'as des arbres tout décharnés un peu partout, donc il commence à sentir la merde, mais surtout il se dit « Ah, la vie commence à ne plus trop paraître dans ces lieux. Je pense qu'on s'approche du royaume des morts. Disons que là, ça paraît assez équivoque. À mon avis, le cap est bon. On y va. Il va charrier Charon, peut-être. Bref, il peut trouver les enfers, mais pas son île. Ben oui, ça c'est sûr. Remarquez que j'arrive pas à comprendre comment c'est plus simple de trouver les enfers que son île. Écoute, voilà. Donc la porte des enfers, c'est pas à Sunnydale. Mon Dieu. C'est dingue chez les Grecs, enfer et Olympe, c'est porte ouverte. Vraiment, Shaki. C'est très vrai, le nombre de fois où en fait on nous explique dans la mythologie grecque que c'est impossible d'aller aux enfers quand t'es mort et c'est impossible d'aller à l'Olympe quand t'es mortel aussi. Le nombre de mortels qu'on fait des séjours en enfer ou à l'Olympe, on ne les compte plus, putain. Bref. Donc, Ulysse et son équipage s'avancent, ça commence à puer le cadavre en décomposition. Là, ils se disent, on n'est pas loin, on va sacrifier une chèvre et un agneau que leur avait filé la prêtresse, alias sorcière, alias déesse Circé. Elle leur avait dit, si tu sacrifies, là, c'est le truc, tu fais verser le sang dans le gouffre des morts et ça va appeler le vieux Tirésias. Voilà. Donc c'est ce qu'il fait, sauf que là, il y a plein de morts qui s'avancent autour de lui au moment où il tranche la tête de ces 2 pauvres bêtes. Bon, il fait tout un tas d'autres rituels un petit peu chelous que je vais pas vous détailler parce que c'est pas forcément très très utile. Bref, mais là il y a plein de morts qui se rameutent comme ça, qui commencent un peu à avoir peur de tous ces morts qui se rameutent pour s'abreuvoir du sang des bêtes qui sont en train de sacrifier. Et au milieu de tous ces morts, il reconnaît dans la foule, très très loin, une femme, et pas n'importe laquelle, il reconnaît sa mère. Et là il apprend du coup que s'il voit sa mère ici, c'est que sa mère est morte. Voilà, il commence à tomber en désuétude, il commence un peu à chialer ses grands morts. Il fait « Maman, qu'est-ce que tu fais là ?» Pauvre maman, coup dur, évidemment, coup dur. En même temps, ça fait plus de 10 ans qu'il est parti. Bon, il est plus tout jeune non plus, Ulysse. Ça va, elle a quand même bien vécu la dame. Hein. Voilà,
C'est quand même. Donc sa maman qui s'appelle Anticlé. Voilà. Trouvez une vanne avec ce prénom, s'il vous plaît. Zut, il est devenu nécromancien. Vous croyez que les créateurs des Chevaliers du Zodiac ont fait un globi-boulga de tous ces récits mythologiques? C'est possible, hein, Bobby, mais il y a plein de trucs dans la pop culture qui ont fait un globi-boulga des récits mythologiques, ça c'est sûr. Bonsoir Sephiros, et bonsoir Andarus aussi. Donc à ce moment-là, Anticlé, sa maman, lui apporte des nouvelles du monde des vivants, parce qu'elle dit bah, moi je viens d'arriver, bon bah, je suis morte il y a pas très longtemps. Il fait mais alors mais comment tu vas maman, comment se passait la vie en Ithaque quand j'étais pas là pendant la guerre? Elle fait bah écoute mon fils c'est un peu le sbeul là-haut. Bah y a ton père, il est en train de devenir zinzin. Ta femme, elle se fait courtiser par tout un tas de mecs, de prétendants qui veulent te piquer ton trône. Ton fils a bien grandi et il compte partir à ta recherche. Enfin, en gros, grouille-toi de rentrer. T'as rien à foutre là, t'es encore vivant. Rentre vite chez toi. Merci MG Aluka pour son 16e mois, c'est adorable. J'espère que tu vas bien. Putain, 16 mois. Je m'en mets pas moi-même, pardon. Anticlé, c'est la fille de Baspard. Ça y est, on y est. Anticlé, c'est le truc qui sert à ouvrir le vol. Ah non, c'est l'inverse. Il lui faut une anti-serrure. Allez, on y va. Doit pas aimer être par terre. Anticlé de sol. Oh, j'aime beaucoup. Bref, musical en plus. C'est pour ouvrir l'antichambre. Les mêmes systèmes de protection des maisons, c'est des anticlés. Et ben voilà. Bonjour Soliac encore. Merci encore MG Lucas. MG Lucas pour ton sub et pour ton 16e mois de soutien. C'est adorable. Ça va très bien, merci. Et ben nickel. Trop cool. Bref, donc du coup, Anticlé lui raconte un peu en mode grouille-toi, t'as rien à faire là. Casse-toi d'ici petit con, va retrouver ta femme. Il lui dit ouais mais t'es marrante maman, moi je suis pas là de mon plein gré, d'accord. Moi j'en ai souffert, j'en ai chié, j'ai vu le champ de bataille, j'ai perdu des hommes. Ouais. Donc ça va, hein. Bon, il est pas méchant comme ça avec sa mère. Donc, mais bien sûr, il est tellement heureux de la retrouver. Il se penche vers elle pour la serrer dans ses bras et là, elle s'évapore dans un souffle. Il ne peut pas l'attraper puisqu'elle n'est plus vivante. Ce n'est plus qu'une âme errante finalement. Et au moment où sa mère se dissipe dans un sombre nuage de fumée, là, il voit au loin un vieux avec une canne dorée qui fait... Parce que tous les vieux de vin, ils font des trucs comme ça, ils font des espèces de bruits bizarres un peu genre... Donc ils voient un vieux comme ça qui fait... et qui se prend un mur en même temps parce qu'il est aveugle et il se dit... Tiens, un vieux aveugle avec une canne en or, ça doit être Tirésias, à mon avis. Sauf s'il a un jumeau qui fait « Je suis ton père ». Les vieux, c'est mystérieux, oui c'est vrai. Tirésias qui est là et qui dit... Fut un temps, moi j'étais la plus grosse pute de toute l'Antiquité. Non, il dit pas ça. Même si ça a été le cas, finalement. Bref, il arrive, il fait « Ah, mais t'es Ulysse !» Voilà, tous les vieux devins sont aveugles aussi. C'est vrai, pourquoi, finalement? Alors qu'ils ont le don de clairvoyance, ils ont plus d'yeux, c'est quand même vachement ironique, je trouve. C'est un peu dommage, mais ok. Et sinon, toujours la logique du scénario, il est aux enfers, il tape, elle discute avec les morts, mais il croit toujours pas aux dieux. Non mais voilà, c'est exactement ça, Romaric. Tu sais jouer au scrap, petit? Parce que figure-toi que moi, du scrap, j'en ai fait quand j'étais jeune, oh là là. Pardon. Donc Tirésias lui dit « Ah mais c'est toi Ulysse, ok bah je sais ce qui va t'arriver. » En gros, il lui dit « Alors, assis-toi mon gars, parce que t'es pas au bout de tes peines, chérie. Tu vas rencontrer les sirènes. Si tu survis aux sirènes, tu vas rencontrer les deux rochers, Charide et Scylla, Charide, pardon, et Scylla. Si tu résistes à Charide et Scylla, tu vas aller sur une île où il y a le troupeau d'Éole, le dieu soleil, qui a plein de belles vaches bien grassouillettes. N'y touche surtout pas, parce que si tu y touches, tout ton équipage va crever. Toi, tu vas encore avoir plus de tourments, tu vas galérer à rentrer chez toi. Mais une fois que tu seras rentré chez toi, tu auras encore des galères. Et là, elle lui dit « Ah bah super, merci beaucoup. » Il le spoil totalement. Vraiment, c'est ni plus ni moins. Il lui dit « En gros, il va t'arriver que des couilles. Vraiment, t'es maudit. Zeus, il en a après toi. Genre, vraiment. Zeus, il en a après toi. D'abord, t'es pas censé être ici aux enfers. Zeus vient de l'apprendre. Il est encore plus en colère contre toi. Il est à deux doigts de te dézinguer, toi et Circé, qui t'a aidé à venir jusqu'ici. Vraiment, si t'arrives à sortir vivant de toutes ces péripéties, mec, bravo. Merci de me rendre. Merci Majax pour les 100 bits. Merci beaucoup. Majax, est-ce que c'est en lien avec Ajax, un des héros de la guerre de Troie? By the way. Merci. J'aurais bien aimé le même genre de spoil pour les examens.
pratique. Effectivement. Ce spoiler, c'est totalement un spoil. Le fait d'avoir plus d'yeux physiques permet de se concentrer sur le troisième œil spirituel, et je viens d'inventer ça, mais ça fait sens. Bah, c'est une théorie qui fait totalement sens, Corédan. Je la valide. Voilà. T'as juste un dieu vénère sur le dos. Oui, mais c'est pas n'importe lequel. Tu as le dieu des dieux vénères sur le dos. Parce que tu n'arrêtes pas de répandre cette horrible maladie à travers toute la Grèce. La maladie qui fait peur à tous les dieux, tu sais. Non, pas le Covid. L'athéisme. Voilà. Tu commences à ne plus du tout croire aux dieux et aux forces supérieures. Et ça a tendance à vachement les faire chier, les dieux. Parce que si plus personne ne croit en eux, plus personne les vénère, plus personne ne leur voue un culte. Et donc du coup, ils sont voués à disparaître. Donc il a un petit peu vénère contre toi. Je pense que tu peux remercier Athéna, c'est la seule qui est de ton côté pour l'instant. Voilà. Mais en tout cas... Mon gars, tu vas en chier. Voilà ce que lui dit en gros Tirésias. Donc moi je te file le cap pour aller vers tous tes malheurs. Parce que c'est la seule voie possible pour entrer en Ithaque. Ouais, désolé, y a pas de ligne droite à cette époque-là. T'es obligé de passer par nous, tes couilles en chemin. Mais voilà, si tu utilises ta ruse, si tu utilises ton cerveau, bah, tu y arriveras. Voilà, tu arriveras à traverser tout ça. Si tu crois en Athéna, si tu utilises ta ruse et tout ça, tu vas pouvoir traverser toutes ces épreuves et ça va le faire. Voilà ce que lui dit Tirésias. À ce moment-là, il dit ok, venez, on se casse très très vite parce qu'on n'est pas censé être là. Avec un peu de chance, Zeus ne le sait pas encore. De toute façon, il s'en fout. Il dit de toute façon, moi, Zeus, je m'en fous. Mais bon, quand même, on a un long voyage qui nous attend. Go rentrer. Parce que là, ma mère m'a dit que ça commençait à puer en Ithaque. Donc on se casse, tu vois. Sauf que Ulysse, beaucoup trop téméraire, au moment où il commence à lever les voiles pour repartir dans l'autre sens, il voit quand même ce gouffre, hein, d'où vient Tirésias, d'où venait sa mère, d'où venaient les âmes. Et il se dit, mais en fait, il y a quoi là-dedans, dans ces profondeurs de l'enfer, tu vois, c'est quand même fou, je suis pas censée y aller parce que je suis un mortel, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il y a, finalement. Parce que tout le monde nous raconte le royaume des morts, le Tartare, le machin, les Champs-Élysées, j'aimerais bien aller voir. Voilà. Ulysse, il a toujours de très très bonnes idées, évidemment. J'ai dû manquer des indications de Circé pour y aller. Mon dieu. Zeus, c'est qui ce random? Non mais c'est vraiment ça Ulysse, hein. Bon, il est pas un peu con lui. Il est un peu beaucoup très con et il est surtout très téméraire et beaucoup trop curieux. Est-ce qu'il serait pas potentiellement un des fils cachés de Pandore, ce qui est possible finalement puisque Pandore est la première femme. Donc par extension, Pandore, selon le mythe, serait potentiellement la mère de tous les hommes. Bon, il aura hérité de la curiosité de Pandore. Bref, donc du coup il dit « Attendez-moi 5 minutes, je descends vite fait voir les enfers. » Du coup, il rebaisse l'ancre, fait un petit créneau là, il regarde sa trirème, enfin 7 trirèmes parce qu'il a plusieurs bateaux. Il dit « Attendez, bougez pas, je reviens. » Ce qu'on descend dans les profondeurs des enfers, c'est un petit peu long évidemment, et là il voit une énorme silhouette qui se dresse devant lui. Puis il commence un petit peu à baliser, quand même. Il se dit je vais peut-être faire demi-tour en fait, parce que... Ouais, en fait c'est bon, j'ai assez vu, voilà, c'est super. Sauf que non, la silhouette s'approche de lui tout doucement et sort de l'ombre, et mon dieu! Et en fait c'est Agamemnon, voilà, le bon poteau Agamemnon. Bon, il fait un petit peu peur parce que physiquement Agamemnon c'était un peu le roi des rois, fut une époque. Voilà. Et puis il est mort, évidemment. Sauf que Ulysse le savait pas, puisque pendant tout ce temps Ulysse était paumé en mer, il savait pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? T'étais pas censé être vivant. Mais si, on a fait la guerre de Troie ensemble, pour toi, je te rappelle. Ne me dis pas que t'es rentré et que t'es mort. Franchement, c'est quoi ce destin de merde? Alors Agamemnon, il fait, non mais tu vas rire. Oh non, tu vas pas rire, parce que moi je rigole pas trop. Mais non, mais quand je suis rentrée, je me suis rendu compte que j'étais cocu. Ah bah si. Ma femme m'a fait cocu. Avec mon cousin. Non mais super hein. Non mais vraiment. Et du coup moi je me suis méfiée de rien. Ils m'ont buté à mon banquet de retour. À peine je suis arrivée ils m'ont buté. Ah c'est terrible hein. Ah ouais. Donc là ils s'installent sur un petit rocher. Ils commencent à raconter leur life. Il sort une binouse au calme. Et lui il fait mais non. Oh putain c'est chaud frère. Franchement t'as vraiment un destin de merde. Bah attends toi. Commence pas trop à parler hein d'accord. Parce qu'en parlant de destin de merde t'es peut-être encore en vie mais hein. Donc fais pas trop le malin hein d'accord. Ulysse il est tellement curieux. Il serait bon à question pour un champion. Mais c'est ça. Bougez pas les cas, je visite juste l'enfer, cool. Bonsoir, gentlemen. À un moment, ton capitaine de navire, il dit, je vais dans le gouffre juste pour voir, et tu te dis, ok, je t'attends. Non mais c'est ça. À quel moment? T'as raison. Je ne sais pas, Anna.
Je ne sais pas. Bref. Mais bon, du coup, il est content de retrouver son vieux poteau, là, Agamemnon. J'imagine tellement la scène. Ah, vraiment. Même s'ils sont pas allés dans une ville imprenable assiégée pendant 10 ans pour me cocufier. Surtout qu'en plus, ironie du sort, à la toute base, Agamemnon est parti faire la guerre de Troie pour aider son frère Cocu. Puisque son frère Ménélas s'était fait piquer sa go par le petit con de Paris. Voilà, Paris avait chopé Hélène. Du coup, Ménélas, Cocu, ne le supportant pas, a dit « On va déclencher une guerre ». Agamemnon a dit « Ok ». Et pendant qu'Agamemnon menait la guerre, qui était censé réparer l'honneur de son frère Cocu, se fait lui-même Cocu pendant qu'il est à la guerre. Mais quel destin! J'ai presque envie de dire pauvre Agamemnon, alors que bon non, c'était un peu une raclure quand même ce gars. Donc bon bah écoute, un petit chais et de circonstances finalement. Du coup ils sont en mode mais non mais mec, attends franchement, ce karma, c'est un karma, la boucle est bouclée. Mathis, bonsoir. D'un côté tu pars 10 ans, faut pas être surpris qu'elles s'ennuient les dames. Bah je suis assez d'accord avec toi Tibi, hein. Surtout qu'à mon avis les dames elles avaient pas de nouvelles à l'époque. Il y en a peut-être qui s'étaient dit plus ou moins de gaieté de cœur. Bon, je présume que mon mari est mort au combat. Écoute, moi, j'ai une horloge biologique qui tourne. Si je veux avoir des enfants, au bout d'un moment, je vais pas l'attendre 10 ans, tu vois, la ménopause, là, elle arrive. Bon, on peut les comprendre aussi, d'une certaine manière. 10 ans de chasteté, ça doit être long. Et puis surtout que t'inquiète que eux, tous les Grecs au combat, avec tous les pillages qu'ils avaient fait et les butins de guerre, quand je dis butins de guerre, je parle de femmes, qu'ils ont pu obtenir. Voilà, voilà, bref. Mais donc du coup, le pauvre Ulysse il dit « Ah mais merde mon gars, c'est chaud quand même, ouais, c'est triste pour toi et tout ». Il fait « Ouais non mais t'inquiète, bon bah je suis là, je suis un peu dégoûté, mais t'inquiète pas, mon fils, le fils qui s'appelle Oreste ». Pardon, j'ai cherché dans mes notes le nom du gamin. Ne t'inquiète pas, mon fils Oreste a buté ma femme du coup pour se venger, Clytemnestre, sa propre mère. Parce qu'il avait pas kiffé cet affront. Donc il a buté ma femme et son amant, à savoir sa maman. Et donc il m'a vengé. Donc t'inquiète, j'ai un bon fils. By the way, mon fils Oreste, il a le même âge que ton gamin. Tu sais, Télémaque. Ouais, j'espère qu'il va bien. Tu sais le gamin que j'ai essayé d'égorger là pour te faire réagir, pour t'enrôler dans mon armée pour aller conquérir Troie. Ouais. Oh m'en veux pas, ça va, c'était une blague. On peut plus rigoler maintenant, franchement. Je comptais pas du tout l'égorger, même si j'avais un couteau sous sa gorge, enfin, on peut plus rigoler avec toi, Ulysse, t'es pas drôle, oh là là, bref. Bah ça va alors, oui voilà. C'est de bonne guerre, voilà, il fait oui, Oreste, oui, il m'a vengé, ouais, il est comme ton fils, Télémaque. Bon bah par contre, Oreste, mon pauvre gamin, bah, il est pas monté sur le trône. Il fait bah bon, normalement c'est ton fils héritier, s'il a buté ta femme, c'est ok. Ouais, non, ça a pas trop plu à Zeus, parce que Zeus, il aime pas trop les matricides. Ce qui est assez ironique finalement parce que le nombre de fois où il a menacé de violer sa propre mère, Zeus, un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité, mais enfin c'est Zeus évidemment. Bah non, Zeus ça lui a pas trop plu, du coup il a pris mon gamin et puis bah il l'a tué, et puis il l'a emmené au Tartare et puis il l'a livré en pâture aux Érénies. Du coup il est condamné à se faire fouetter le cul jusqu'à la fin des temps, voilà, sans qu'il y prenne le moindre plaisir évidemment. Sinon c'est pas drôle, voilà. Donc mon pauvre Oreste, il a une mort encore pire que la mienne, mais au moins il m'a vengé. Du coup, je suis contente. Je suis content plutôt. Voilà, c'est terrible. Voilà. C'est qu'il a perdu une possibilité de cocufier ce bon vieux Zeus. C'est terrible. Zeus, vu tout ce qu'il a fait. Non, mais Zeus, il a vraiment pris Oreste, il a fait « C'est pas bien, petit con, t'as buté ta mère. Du coup, je vais te buter. Mais toi, t'as fait pire. Ferme-la. Moi, je suis un dieu, donc tu la fermes, ok. Toi, t'es un mortel. Allez, ferme ta gueule. Je t'envoie chez les Érénies. C'est terminé. » Bref, donc c'est terrible. Voilà, donc là il dit ah mais merde, mais c'est con. Bon bah ton fils Télémaque il est où? Il dit bah écoute je sais pas, moi je suis aux enfers, j'ai pas vu Télémaque. Je présume que Télémaque est encore en vie, sinon on l'aurait déjà croisé. Bon, sauf s'il est avec les Érénies, avec mon fils. Ça se trouve Télémaque il a fait une dingue et tu le sais pas, et il est actuellement au Tartare. Voilà, donc je ne sais pas. Ta femme Pénélope, je ne sais pas non plus, mais je l'ai pas croisée. Écoute, voilà. Sauf que là surgit de la brume Ajax aussi, qui est là, qui fait les gars, putain, les poteaux, la guerre de Troie. Du coup, Ajax s'assoit, pareil avec Ulysse.
Et Agamemnon, Ajax se tape sa bière, il raconte aussi son bail. Ouais, moi je me suis fait tuer, ouais, sur la guerre de Troie. Ouais, bah écoute, bah ici on s'emmerde un peu, c'est pas ouf et tout. Et là, il y a le poteau Achille qui se ramène. C'est un espèce de vieux conciliabule de vétérans de la guerre de Troie qui se retrouvent. Ils sont tous en mode mais Achille, oh putain, le BG, là, et comment il va? Putain, Achille, c'est un truc de fou et tout. Mais si tu savais, là sur Terre, d'où on chante tes louanges et tout, on dit ouais, Achille, c'est trop le héros de la guerre de Troie, machin et tout, etc. Donc Achille, il a vraiment une mine de merde, quoi. Il est déconfit, Achille. Bordel, ils font une réunion des anciens du lycée. C'est exactement ça, Kata, hein, vraiment. C'est super sympa les enfers en fait. Bah là ils sont contents de voir un vivant, mais sinon c'est pas trop sympa. Justement, on en vient, puisque Achille arrive, et puis Achille lui il est pas hyper enjoué. Tu vois, Achille il fait un peu la gueule même. Hein. Il voit Ulysse et il dit bah ça va poto. Il dit qu'est-ce que tu fous là? T'as l'air vachement en vie comparé à nous. T'es mort, mais t'es pas mort. Non t'inquiète, je suis juste venu ici vous rendre visite. Il dit ah tranquille, ok. Mais comment ça va Achille alors? Et lui Achille il dit mais c'est de la merde gros. C'est de la merde. Moi je suis parti faire la guerre. Pour avoir la gloire éternelle et qu'on loue mon nom pendant des milliers et des milliers d'années. Mais en fait, ça sert à quoi la gloire quand on est mort? Il dit, mec, je suis ici, je suis coincé qu'avec des mecs et on est tous complètement désabusés, on s'emmerde. On n'a aucune saveur, on peut pas goûter les aliments, on peut pas faire des parties de Scrabble réjouissantes. Il fait tout le temps moche, il fait tout le temps froid et chaud à la fois, c'est nul, c'est... Il dit vraiment mec, franchement, si aujourd'hui je pouvais revenir en arrière, eh ben j'aurais choisi de me trouver une petite femme là, d'avoir des petites brebis, de devenir juste un fermier de merde, même un esclave, j'en ai rien à foutre, mais je donnerais tout pour retourner sur Terre. Donc fais pas la même connerie que moi, par orgueil j'ai voulu devenir un héros, mais ça sert à rien d'être un héros si c'est pour crever et finir aux enfers comme ça. Il dit en plus je suis coincé avec d'autres frappadingues là, je suis coincé avec plein d'autres rois, je suis coincé avec l'autre Oedipe là qui est complètement frappadingue, je suis coincé avec Orion, avec Milos le roi de Crète. Non mais c'est n'importe quoi. Je suis coincé qu'avec des mecs qui sont tous en proie au tourment. C'est pas fun mec. Ce n'est pas fun. Vraiment. T'as quand même vachement envie pour un mort. Sur l'X. Bon, finalement ça a marché, même aujourd'hui tout le monde connaît Achille. Alors oui, mais il aurait bien voulu jouir de cette gloire sur Terre. Mais bon, il pouvait pas avoir les deux. Mais en tout cas, Achille a un méga seum. Et vraiment, et donc du coup ils commencent tous à ouvrir leur sac. Agamemnon il dit ouais c'est vrai, tu sais quoi, toi quand tu vas rentrer d'Ithaque, méfie-toi, déguise-toi ou je sais pas, change-toi ou cache-toi parce que du coup il va t'arriver une couille, je te dis ta femme elle va te buter à ton banquet de retour. Il fait mais non. Et Achille il dit oui, et puis ne meurs pas bêtement pour la gloire mec. Essaye de rester le plus longtemps en vie, même humblement, même dans une vie de merde, mais vaut mieux être en vie que d'être mort. Donc chacun lui fait un petit peu sa petite maxime du bail, tu vois, un peu comme des vétérans et des anciens qui disent moi je connais ce qui se passe après. Fais-nous confiance, c'est pas drôle d'être mort, ici on s'ennuie, et vraiment méfie-toi des vivants, et méfie-toi et protège ta vie, voilà. Cache-toi des dieux quoi, un petit peu ça. Achille a méga somme comme d'hab j'ai envie de dire. Achille a souvent un méga somme. Achille est très caractériel finalement. Là pour la première fois il reconnaît qu'il a été un peu concon et qu'il aurait mieux fait de choisir une vie rangée, tranquille, avec un pavillon, un chien de gosse et une dame, voilà, ou un monsieur finalement. Et puis il croise aussi Patrocle, à ce moment-là Patrocle fait salut et tout. Bon, bref, ils se tapent tous la discute. Vient le moment où Ulysse il dit bon les gars c'est pas que je m'emmerde, mais là il faut que je rentre. Je vais repartir parce que moi j'ai un bail de ouf qui m'attend, j'ai des sirènes, j'ai Carrie, les Scylla. Non mais vraiment, si vous voulez, j'ai pas mal de trucs à faire. Donc c'est pas que je vous aime pas, je prends note de tous vos conseils, je vous aime beaucoup et je m'en vais. Du coup, tous les potes font allez salut, à la prochaine, en espérant te revoir mais pas trop vite, histoire que tu kiffes un peu ta vie et qu'on te retrouve quand tu seras bien vieux et bien grabataire. Et tout va bien se passer. Zeus, quand j'étais jeune, il disait toujours pas vu et pas appris. Les autres, ils trouvaient ça injuste parce qu'ils voient tout. C'est exactement ça. Bonsoir Yami, bonsoir Nyok. Il aurait rien contre quelques parties de Scrabble avec Patrocle, je pense. Achille, Yamoy. Ça dépend des récits, mais effectivement, ils ont grandi ensemble. Du coup, il y a certaines rumeurs qui disent qu'ils sont cousins et d'autres rumeurs qui disent qu'ils sont cousins. Bref. Déçu, il ne rencontre pas Hadès. Il ne rencontre pas Hadès, effectivement. Donc il se taille dardard avant que Hadès, justement, vienne le rattraper par la peau des fesses. Donc Ulysse se taille, reprend sa flotte et part, du coup, s'orienter vers ces fameuses sirènes. Évidemment, le vieux Tirésias lui avait dit
Fais gaffe aux sirènes, n'oublie pas ces créatures du diable. Non, il n'y a pas de diable dans la mythologie. Non, les sirènes qui sont des enfants de Poséidon, du coup, évidemment, tout ce qui est un peu créature démoniaque de la mer, ça vient forcément de Poséidon. Et Poséidon, il a une sacrée dent contre Ulysse depuis qu'il a aveuglé un de ses pauvres fils. Donc du coup, Poséidon se frotte les mains en mode « Ok, ce petit con là, il va passer par que des emmerdes tout au long de son Odyssée qui lui reste. Là, il va passer par les sirènes, on va voir comment ça fonctionne, tu vois. » À ce moment-là, Ulysse essaye de se servir de sa tête, parce que Tiresias lui avait dit tu n'arriveras à passer outre toutes ces épreuves que si tu es rusé, comme tu l'as déjà, mais vraiment sers-toi de ton crâne. Du coup, il dit ok, il faut que je trouve un moyen pour que mes matelots n'écoutent pas le chant des sirènes. Comment est-ce que je vais faire? Vient le moment où il se dit mais si je fais un mélange de cire et de miel et que j'en fais des espèces de bouchons, je peux leur foutre dans les oreilles, comme ça ils n'entendront rien. Et là c'est bon, si on n'entend pas le chant des sirènes, on risque pas de mourir. On traverse comme ça, on les regarde à moitié comme ça, mais tant qu'on ne les entend pas, c'est bon, elles ne peuvent pas nous ensorceler, puisque c'est leurs voix qui sont ensorcelantes. Boule-qui-ess à l'ancienne, exactement. Exactement, ce sont des boules-qui-ess. Quand tu entends les sirènes chanter, laisse passer l'ambulance. La cire dans les oreilles, voilà. Et Ulysse a inventé les boules-qui-ess, exactement, Letty. Bref. Donc il se dit je vais faire ça. Du coup il donne à tout le monde des petits bouchons d'oreilles là. Il dit vous mettez ça dans vos oreilles. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous continuez de ramer. Ok? Et là Ulysse s'apprête à mettre ses bouchons dans les oreilles. Mais Ulysse, toujours téméraire, il avait envie d'aller voir un cyclope. Il avait envie d'aller voir les profondeurs des enfers. Du coup il s'est dit mais j'ai bien envie de voir à quoi ça ressemble moi le chant des sirènes. Hein? Du coup, je vais pas mettre les bouchons d'oreilles. Voilà, j'ai envie de les écouter. Mais comment je vais faire pour... On t'entend plus. Comment ça? Mais si, tu m'entends. Ah, mais... T'es bête sous les chines. J'ai cru, en plus. J'ai cru. Putain, Ulysse... Oui, Ulysse, il en rate pas une. Hein. Si on t'entend... Je suis bête, pardon. Je me suis fait vraiment troller comme une nouillue. Bon, c'est pas grave. Il passe par le fleuve de la mort, le fleuve d'Achille. Pourquoi il fait pas tempête aussi, Ulysse? Comment ça? Il fait pas tempête aussi, Ulysse. Comment ça, comme ça? Ulysse, le pote relou. Ulysse, le pote beaucoup trop téméraire et beaucoup trop curieux. Vraiment. Je veux une pub pour les bouchons par Ulysse. Il faut d'abord voir si c'est efficace. Évidemment, donc du coup, il se dit, moi, j'aimerais bien entendre le chant des sirènes. Mais comment je vais faire pour entendre le chant des sirènes sans me jeter dans leurs bras, finalement, parce que il n'est pas non plus beaucoup trop stupide. Il sait pertinemment que si jamais il entend le chant des sirènes, il va se faire totalement graille par une sirène et emmener dans les profondeurs des océans ou alors dans les cieux, puisqu'il y a certaines sirènes qui ressemblent un peu à des espèces de... Des sirènes sont soit des trucs avec des queues de poisson, soit des trucs avec des ailes. Bon, c'est assez... Voilà, il y a pas mal de types de sirènes finalement. Bref, mais en tout cas, il se dit, il faut que je trouve un moyen de pouvoir les écouter sans qu'elles puissent sans que je puisse les rejoindre. Du coup, il se dit, tranquille, exactement, pardon, Mbori, attachez-moi au mât pour que je puisse écouter les sirènes. Il dit, attachez-moi au mât, bien serré, et sous aucun prétexte, vous ne me détacherez. Si je vous supplie de me détacher, normalement, si tout se passe bien, vous m'entendrez pas, puisque de toute façon, vous avez les bouchons d'oreilles. Mais par contre, vous pourrez lire sur mes lèvres mes supplications. Donc, si jamais vous lisez sur mes lèvres mes supplications, moi, je vous en supplie, détachez-moi. Serrez davantage les liens. Genre vraiment, ne vous laissez pas avoir. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il vous en coûte, ne me laissez pas. Voilà, c'est. Je veux vraiment que vous resserriez, mes liens le plus fort possible. Ok. À ce moment-là, les mecs disent « Ok, nos sous », en espérant qu'ils tiennent leur mission, parce que n'oubliez pas que les marins de Ulysse sont aussi parfois un petit peu teuteux. Finalement, heureusement, il y a le bon capitaine Euryloque qui va serrer un max Ulysse, et de temps en temps, pendant toute la traversée, où il voit Ulysse hurler qu'on le détache, il le lit sur ses lèvres, et il se lève de son poste et va resserrer davantage ses liens jusqu'à ce qu'il saigne tellement il le serre fort. Bondage sur Ulysse. Ça sent le truc qui finit mal quand même. Effectivement, je me rappelle, j'avais un dessin animé sur ça, j'aimais trop. Ah ouais? Oh putain. C'est une partie de BDSM qui tourne mal. Trop serré, dommage, plus de circulation sanguine. T'imagines? En fait, il meurt d'une occlusion sanguine. Il meurt d'un caillot de sang. Attaché à son mât, genre la mort de merde. Ulysse a fini violet, exactement.
C'est passé sur Gulli. Ah mais putain, je savais pas du tout, Yami. Le sang de tes morts que j'ai rencontré, tu vas me détacher. Ericona. Euricona. Ce serait plus simple de lui péter les genoux, non? Bah non, parce que même avec les genoux pétés, il peut se jeter à la mer pour rejoindre les... Pour rejoindre les sirènes. Voilà, bonsoir Patton d'ailleurs. Re les gars, vous devinerez jamais comment j'ai canné. J'avoue, c'est 10 minutes plus tard. Il va aux enfers. Il les voit encore avec leurs binous sur leur rocher. Mais qu'est-ce que tu fous là? T'es parti il y a 10 minutes. Par contre, cette fois-ci, t'as l'air vachement mort. Les mecs. Non mais je suis vraiment mort d'un caillot de sang. Mais merde, on t'avait prévenu à l'instant, gros, t'as fait le con. Non mais c'est ça, Gnoc. Non, heureusement, ça va pas se passer comme ça. Heureusement, ils vont réussir à traverser cette lagune de sirènes horrible. Et donc du coup, ils vont pouvoir vaincre ce moment. Ulysse va pouvoir reprendre ses esprits, il n'est plus ensorcelé. Il est tout fier de lui, il remercie tout son équipage d'avoir assuré comme des oufs, surtout le bon bro Euryloque qui lui a bien serré les liens. Ulysse est en vie, il n'est plus ensorcelé. Les marins enlèvent leurs bouchons, ils fêtent leur victoire en mode PTDR. Shell et sirènes, on est passé comme des oufs. Ça s'est trop bien passé. Poséidon a tout vu. Poséidon, ça le saoule, hein, parce qu'il avait fait exprès du coup de foutre les sirènes sur le passage d'Ulysse. Il s'est dit ah ouais, d'accord. Ah petit con là. D'accord, et bah tu sais quoi? Tu vas rencontrer Charybde et Scylla, là on va voir si tu fais le malin là, hein? Oui bien sûr. Du coup, hop, il déchaîne une tempête. Oui, parce que le matin, quand il se lève, il aime bien déchaîner des tempêtes. C'est Poséidon, évidemment. Faut envoyer un kraken. Ah, c'est vrai qu'un kraken, c'est plutôt radical. Mais Charybde et Scylla sont encore plus radicales que le kraken. Vraiment. Il est détaché comment? Genre, il a demandé à ses potes de le détacher. Bah, je pense, hein, Ratwox. Je présume qu'il ne sait pas détacher tout seul, auquel cas, bah, tout ça n'aurait servi à rien, parce qu'il aurait pu se détacher tout seul depuis le début. T'as vraiment fait Ulysse? Virtuox le grand. Les mecs, j'ai tenté le bonsai avec les sirènes, ça a foiré. La prochaine visite d'un pote, il faut le prévenir. Oh mon dieu. Le matin, lâcher une tempête, c'est un peu commun à nous de tous faire ça. Oui, c'est vrai. Voilà, bref. Ça plaît pas trop à Poséidon. Donc Poséidon, il fait ah, ok, et bah on va voir maintenant comment tu vas te démerder avec Charybde et Scylla. Alors, je vous avais un petit peu expliqué que pas mal des trucs marins très chelous et très bizarres sont enfantés par Poséidon, ou en tout cas sont mis là par Poséidon. Donc Charybde, à chaque fois je dis Charybde, je me gourre, putain. Charybde et Scylla. Donc sont deux immenses rochers bouffeurs de bateaux, hein, ni plus ni moins. C'est voilà, c'est la mythologie, c'est des rochers qui mangent des bateaux, très très bien. Donc l'histoire de Charybde, avant, Charybde n'était pas un rocher, hein, c'est évidemment Poséidon qui l'a mis ici. Mais Charybde avant c'était une très très jolie jeune fille, voilà, qui faisait de mal à personne, jusqu'au jour où elle a bouffé un insecte, puis un animal, puis un humain, puis 2 humains, puis 3, puis 4, puis une maison, puis une forêt, puis une planète. Elle a commencé à tout bouffer sur son passage, la Charybde en question. Ouais, oui, elle avait vachement faim, hein, très très faim. C'était des sœurs. Alors ça dépend des récits Chagratte, mais je crois que c'était effectivement des sœurs. Effectivement, je crois que ce sont des sœurs. Après, il y a certains récits qui disent que non. Enfin, bon, bref. Mais oui, donc elle avait la dalle, elle avait extrêmement la dalle. Elle a commencé un petit peu tout bouffer sur son passage. Du coup, le papa, il a dit bon, ce serait peut-être bien qu'on la fixe à un endroit où elle puisse plus manger grand chose. Karim, fondatrice de Otaco, c'est j'ai la dalle. Oui, bah évidemment, la seule personne qui est capable d'enfanter un truc aussi chelou que ça, c'est évidemment Gaïa, hein, la terre-mère, celle qui a un petit peu mis au monde tous les monstres un petit peu chelous, évidemment. Gaïa et Poséidon. Quand Gaïa et Poséidon se sont rendus compte que leur fille commençait à avoir un appétit un peu beaucoup trop vorace, se sont dit bon, on va peut-être la foutre en pleine mer sur un rocher histoire qu'elle bouffe plus grand chose, à part un con de bateau qui va s'égarer par là. Voilà. De temps en temps elle pourra manger, mais vraiment on va la fixer histoire qu'elle ne bouge plus parce qu'elle a un appétit beaucoup trop vorace. Coucou Lyséros, on est tous attentifs devant non pas le père mais la mère Castor. Heureusement qu'elle a pas de portable, elle aurait bouffé son forfait. Histoire qu'elle décuve. Donc voilà la pauvre Charybde condamnée à errer ici.
finalement en tant que rocher, bouffeur de bateaux de temps en temps. Mais de l'autre côté, il y a un autre rocher. Et celui-ci est encore pire. Voilà, il s'agit de Scylla. Donc Scylla était aussi une fille, donc potentiellement d'ailleurs sa sœur. Voilà, Scylla c'est un espèce de monstre dégueulasse, encore pire que Charide. C'est un rocher aussi, mais c'est un rocher à 12 pattes, à 6 coups, avec 6 têtes. Voilà, donc je vous laisse un peu imaginer le bordel. Un rocher immense avec 12 pattes, 6 coups et 6 têtes. Voilà, des longs coups comme ça. Bon, je vous ai dit, hein, tous les trucs très très bizarres, ça vient forcément de Gaïa et de Poséidon. Sauf que, pareil, Scylla à la base, c'était aussi une très très jolie jeune fille. C'était même, pour le coup, elle était vraiment très très belle. C'était une petite nymphette slash déesse, c'est pas trop. Un genre d'hydre, effectivement, Miss SD. Un truc avec pas mal de têtes. Voilà. Donc du coup, Scylla, c'était une très très jolie jeune fille, une petite déesse, ni plus ni moins. Et il y a un pêcheur assez laid au demeurant. Alors pourquoi ce détail, j'en sais rien. Voilà, il y a un pêcheur assez laid qui tombe désespérément amoureux de cette jeune fille, absolument magnifique. Il essaye de la courtiser. Elle, c'est pas trop son style de gars, pas trop. Voilà, du coup, lui, Glaucos, qui tombe fou amoureux d'elle, se dit bon, comment est-ce que je vais faire pour la draguer. Il se dit je vais peut-être faire appel à une sorcière ou quelqu'un qui peut m'aider. Une sorcière qui est pas loin à cette époque-là, c'est évidemment Circé. Cersei, comme vous voulez. Et donc du coup, le vieux Glaucos va voir Circé et lui dit écoute, j'aimerais bien t'acheter un filtre d'amour. Je suis tombée désespérément amoureuse d'une fille qui s'appelle Scylla. Elle me plaît de ouf. S'il te plaît, aide-moi. Circé, ne me demandez pas pourquoi, était malheureusement désespérément amoureuse de ce vieux grincheux de Glaucos. Hein. Donc Circé, ça lui plaît pas trop que Glaucos, il a des vues sur une autre qu'elle. Donc il dit ah ouais. D'accord. Bah oui. Ouais, je te fais un filtre d'amour. Oui, ouais, bien sûr. Évidemment. Circé, assez fourbe Circé qu'elle est, elle ne va pas du tout donner un filtre d'amour à Glaucos, hein, évidemment. Elle va le condamner. Elle va lui filer un espèce de mélange horrible. Et elle va lui dire, voilà, tu verses ça dans la fontaine où elle se baigne tous les jours, et là elle va tomber désespérément amoureuse de toi. Vraiment. Tu vas voir, c'est un truc de dingue. Bon, la spécialité de Circé, c'est de transformer un peu tout ce qui passe en animaux chelous. Aussi, à elle aussi, tu vois, j'ai l'impression que c'est monnaie courante finalement chez les Grecs. Donc évidemment, Glaucos, beaucoup trop naïf, dit « Ah, génial, merci beaucoup », verse le mélange dans la fontaine où se baigne Scylla le matin, et Scylla, là, se transforme en un truc complètement horrible, un espèce de monstre, hein, voilà, avec 12 pattes, 6 têtes, 6 coups, c'est ce que tu veux, bref, un truc absolument horrible, et qui a un appétit, mais horriblement vorace, à l'image de Charide finalement, sa sœur. Pourquoi envoyer un DM quand tu peux envoyer une sorcière? Mais oui, c'est vrai, Zata. C'est les feux de l'amour, c'est rien à côté, c'est pourtant 100 000 épisodes. Oui, c'est vrai, Shaki. Les feux de l'amour est increvable. Ça, c'est quand même une prouesse folle. Pourquoi elle pourrait pas tomber amoureuse du vieux? Bah écoute, Scylla, c'est pas son genre. Circé est très amoureuse de Glaucos. Mais Scylla, elle n'aime pas. Voilà. Scylla qui a la pire chance du monde. Oui, parce qu'à la base, la pauvre Scylla, elle a rien demandé à personne. Hein. Juste Scylla, elle a mis une crampe à un vieux avec qui elle voulait pas faire une partie de Scrabble. Et c'est le vieux qui a foutu le sbeul là, avec l'autre Circé jalouse, qui ont condamné la pauvre Scylla qui avait rien demandé à personne. Bon, bref, c'est tragique. Donc Scylla se transforme en un autre monstre complètement horrible. Poséidon voit le truc arriver, et là se dit ok, on va les mettre. On va aussi faire comme pour Charide qui avait un appétit trop vorace, on va la mettre en face. Voilà, Scylla et Charide vont venir là. Et de temps en temps, quand il y a un navire qui va s'égarer par ici, bon, il pourra nourrir ces deux pauvres filles en fait qui sont devenues des rochers slash des monstres horribles. Donc évidemment, Poséidon, comme il est très très en colère contre Ulysse et tous ses marins, il se dit allez hop, t'as voulu me niquer en passant au travers des sirènes, voilà, va passer au travers de mes deux filles là, Charide et Scylla. Bon courage mon gars, vas-y. Du coup, il se retrouve en proie à Charide et Scylla. C'est un peu le méga sbeul, on va pas se mentir. Ils essayent de manœuvrer, les marins ont super peur, ils savent pas trop comment faire. Ils arrivent par un tour de force, je vais pas mettre 1000 ans à vous raconter ce moment-là qui est pas plus intéressant que ça, mais par des tours de force, ils arrivent à dévier des flots, à dévier des entrailles, etc. etc. À un moment, ils vont sacrifier un bateau. Parce qu'il a plusieurs bateaux dans sa flotte. Il y a un des bateaux qui malheureusement, en évitant Charide
va se faire choper par Scylla. Et là, à ce moment-là, ils vont tous voir avec effroi comment cette espèce de monstre à 6 têtes va dévorer le bateau, un des bateaux d'Ulysse. Pendant ce temps-là, Ulysse profite de ce moment-là pour se barrer et laisser ces pauvres hommes se faire complètement graille par un rocher chelou. Ulysse, le teubé qui peut pas passer à côté. Non, parce que c'est Poséidon l'a vraiment mis dans un espèce de vortex qui fait qu'il est obligé de passer entre les deux. Là, il a beau faire tout ce qu'il veut, là, les dieux sont vraiment contre lui. Hein. Passer de Carrie dans Scylla. Bon Dieu. Bonsoir, Ikari. Donc c'est un petit peu... c'est un peu compliqué, mais là, il dit au revoir au bateau qui est en train de se faire bouffer par la vilaine Scylla. Et il continue sa traversée. Il arrive à passer entre les mailles de ce filet et à partir loin de ces deux rochers horribles. Ulysse, il est une merde de sauce. Il est dans une merde de sauce. C'est terrible. Ulysse qui se dit Osef, c'est ma flotte secondaire. Non mais c'est ça. Il dit moi je m'en fous. J'ai Eurytruc et Polly Pocket sur mon bateau. Le reste je m'en tape. C'est terrible. Donc le dernier bateau d'Ulysse finit par traverser ces épreuves-là et à se barrer. Ulysse, il clutch malgré les jeux contre lui. Exactement. Il arrive à clutch. Mais le truc qu'il n'arrivera pas à clutch, Ulysse, c'est que ça fait longtemps qu'ils sont en mer, hein. Et ça fait longtemps qu'ils ont pu à bouffer. Et ça fait longtemps qu'ils ont faim. Putain. Donc du coup, là, Ulysse, il dit, ok, première île qu'on trouve, on s'arrête, on fait les courses, ok, on se stuff, et on repart, et on essaie de retrouver l'Ithaque. Ça vous va? Ok, nickel, très bien. Ils arrivent avec Euryloque et Politesse. Ils n'ont pas Polly Pocket, j'en suis souviens. Mais Polly Pocket, ça lui va bien, je trouve. Bref. Euryloque, Politesse et le peu d'hommes qui leur restent. Ils arrivent sur une île. Une île, mais vachement jolie. Genre vraiment, c'est un petit coin de paradis. Il y a des beaux pâturages verdoyants. Il y a de beaux arbres fruitiers. Et puis surtout, il y a un beau troupeau de jolies vaches bien grassouillettes, de brebis qui bêlent. Voilà. Et là, ils se disent, oh le méchoui. Oh le méchoui là, oh là on est bien. Là, on a la dalle, on est yimbe. It's a trap. C'est un petit peu trop beau pour être vrai, évidemment. Il y a de beaux arbres et des chouettes animaux, c'est pas chez moi. C'est pas suspect. Non voilà. Non, il y a juste il y a l'équipage qui se dit, oh, barbecue, méchoui, on se met bien les copains. On a pas mal galéré ces derniers temps, je pense qu'on peut se mettre bien. Et là, Ulysse, il dit attendez, ça sent la couille. Non. Tirésias, il m'avait pas parlé d'un troupeau qu'il fallait surtout pas que je mange, non? Si, il m'avait dit ouais, tu verras, tu vas arriver sur une île et Hélios, il a un troupeau de vaches et tout. Mange-en aucune, c'est un conseil, sinon vous allez tous mourir. Voilà. Vraiment. Donc on n'y touche pas. Ok? Bien. Alors là, forcément, l'équipage, il est un petit peu chafouin, finalement. Ils disent oh, franchement. T'es pas drôle, c'est vraiment pas nice, nous on a faim, dis t'inquiète, on va faire le tour de l'île, on va trouver des fruits, on va se nourrir d'herbes s'il faut, mais on ne touche pas à ces putains de bêtes, ok? C'est non. Tout le monde m'a prévenu, Tirésias il a dit, non mange pas sinon vous allez tous crever. Je ne veux pas me fâcher en plus avec Hélios, déjà que je suis fâchée avec Poséidon, avec Zeus, et que plus personne ne veut me venir en aide. De toute façon les dieux c'est que des cons, mais quand même j'ai pas envie de crever. Donc, c'est ok. Les compagnons tirent. Bref. Donc ils cherchent, ils s'abreuvent de pas mal de nourriture, etc. Et puis ils ont un peu fait le tour de l'île et puis ils ont mangé un petit peu tout ce qu'il y avait sur l'île. Hein. On va pas se mentir. Elle est juste un gros croc. Oh non mais c'est ça. Au pire c'est ça, tu vois. Mais Ulysse, il insiste, il dit les gars, n'insistez pas, on va manger des fruits et tout, ça va bien se passer. Bref, ok. Donc il reste pas mal de jours ici, ils se stuff, ils reprennent des forces parce qu'ils sont pas mal épuisés de leur traversée un petit peu insoutenable. Mais il commence à manquer, hein, après avoir fait le tour de tous les arbres, après avoir fait le tour de tous les trucs sur lesquels ils pouvaient bouffer. T'abuses Ulysse, nous aussi on veut crever comme les autres. Oui c'est ça. Oh putain. Je reviens, je vais me laver pour ceux qui veulent. Il y a Odyssée d'Ulysse en dessin animé sur YouTube pour ceux qui veulent, ou même toi Clara. D'accord Yami. Bref, et donc du coup Ulysse, ça fait pas mal de temps que Ulysse et l'équipage sont sur cette île. Et ils arrivent pas, enfin ils commencent à manquer de fruits et de bouffe. Et Ulysse il dit non mais vous inquiétez pas, les fruits c'est cyclique, ça va le faire, on va s'en sortir. Ça va repousser au bout d'un moment. Oui, enfin, ça met un peu de temps à repousser les fruits. Ils ont un peu dévalisé tous les fruits et les légumes de l'île. Bon,
Mais Ulysse continue à leur dire non, on ne touche pas à ces gens-là. Coucou Natsu Madara. Et coucou Guigui aussi. Elle est à quelle étape de l'Odyssée? On n'est pas loin de la fin, Brouillimini. On est à l'étape où il est sur l'île d'Hélios. À un moment, il dit, bon, écoutez, je vais aller plus loin dans les bois à la recherche de bouffe. Vous m'attendez là, d'accord? Je vais chercher d'autres trucs à bouffer. Vous inquiétez pas. La turbo-diarrhée qu'ils doivent choper à manger que des fruits. Oh putain, Posera, mon dieu, l'image, je peux plus me l'enlever. Bonsoir le gig. Donc du coup, Ulysse va s'enfoncer dans les bois. Et puis, il est un peu fatigué. Genre, ça fait longtemps qu'il a pas bouffé. Ça fait longtemps qu'il lutte contre le sommeil. Et puis, ça fait longtemps aussi que les dieux lui tournent autour pour lui jouer un mauvais tour. Un peu comme la Team Rocket-like. Évidemment, il s'endort. Parce qu'il y a Zeus qui fait... Qu'est-ce qui se passe si Ulysse s'endort? Que vont faire ses compagnons? Je sais pas. Donc Ulysse tombe un peu dans une espèce de méga torpeur. Il fait attends, je vais m'asseoir, je vais faire une pause et il tombe complètement de sommeil, d'épuisement même. Il s'endort. Genre ils peuvent pas pêcher en mer. Peut-être qu'ils l'ont fait. C'est vrai que je me suis pas penchée sur ce détail. Faut qu'il arrête de dormir. Mais le pauvre il dort pas tant en fait Ulysse. Au cours de son épopée, il a pas beaucoup dormi. Hein. Les seules fois où il a fait des nuits à peu près complètes, et je dis bien à peu près, c'est quand il était avec Circé. Et encore avec Circé, il dormait pas beaucoup, si tu veux, mon avis. Mon dieu. Ulysse, le Sims de Zeus, c'est exactement ça. Bref, donc Ulysse s'endort, et puis il se réveille. Ah putain. Et il sent une odeur, tu sais, l'odeur d'un samedi après-midi ensoleillé avec des copains. Tu sais, l'odeur de petit barbecue là. La petite côte de bœuf bien saignante. Et là, il se dit, oh, non. Ils ont pas osé, hein. Ils m'ont pas fait ce coup-là, quand même. Je leur avais dit. Quand on lui a piqué la boîte. Bien sûr, on lui a piqué la boîte aussi, c'est l'autre moment où il a dormi. Mais il a pas beaucoup dormi, sur tout le moment où il a fait son épopée, il a dormi 4 ou 5 fois, donc c'est pas beaucoup. Il dit, ah, ça sent le barbecue, quoi? Non, mais c'est ça. Et là, il se dit... Ils ont quand même pas osé, ces cons. Évidemment, il revient en courant à l'endroit où ils avaient installé leur petit campement. Puis bah, ils sont bien évidemment en train de faire rôtir des vaches, des chèvres, bon méchoui, gros barbecue, bon gros kebab là. Et ils sont tous en mode allez yes, on va se mettre archi bien avec cette super bonne barbaque. Évidemment, Ulysse, ils font mais vous faites exprès, hein. Vous faites exprès. Je vous avais dit que vous allez tous crever si vous faites ça. Et moi avec, hein, vous êtes au courant. Et là, ils ont fait, tu sais quoi, Ulysse? On a réfléchi. Et bah en fait, on préfère mourir, mais avec le ventre bien rempli, tué par la volonté d'un dieu, plutôt que mourir de faim. Parce que mourir de faim, mec, c'est vraiment la pire des morts. Donc en fait, on va bouffer ces vaches, on s'est dit, viens, on les mange, et puis de toute façon, on va crever. Faut bien crever de quelque chose, alors autant crever avec de la bonne barbaque sa mère. Voilà. Donc on a décidé tous d'un commun accord de bouffer les vaches d'Hélios. Donc tu vas rien pouvoir y faire. Nous, on n'avait pas envie de mourir de faim. Voilà, les deux de cuits. En fait, ils ont quand même de la logique. Et de toute façon, on allait crever. Donc autant crever avec un bon barbecue. Finalement, ça se tient. L'équipage en mode YOLO. Écoute, ils sont en mode, dans tous les cas, on va crever, on n'a plus rien à perdre. Donc on va se mettre diable, ok. D'un côté, c'est compréhensible, mais bon. C'est terrible, ils en peuvent plus. Mais surtout, Ulysse, il dit, mais non, mais vraiment, quoi, c'est pas possible. Enfin, je vous en supplie. Comment on va s'en sortir? Et là, évidemment, il y a Hélios qui commence il l'a appris, tu vois. Parce que Hélios, il compte ses vaches. Il y en a 365. Une pour chaque jour de l'année. Et évidemment, il va voir Zeus, il dit, mec, j'ai un pressentiment. Je sens une douille arriver. Je vais compter mon troupeau. Si jamais il en manque, je pète un câble. Je m'en fous. Si j'arrive pas à retrouver les coupables, et ben j'arrête de me lever. Voilà. C'est tout. Moi, je suis le dieu du soleil. J'arrête de me lever. Vous n'aurez plus de soleil. Il y aura plus la lumière. Voilà. Va faire pousser tes cultures s'il y a plus de soleil. Hein? Ça sera une nuit éternelle. Je te dis direct. Je tiens à mes vaches. Donc non. Mec, je sens le barbecue. Ouais, je pense que c'est arrivé jusqu'à Scénario, l'odeur du barbecue. Du coup, il va voir Zeus. Et Zeus, il dit, attends. Calme-toi. Ne t'inquiète pas, ça se trouve, toutes tes bêtes sont là, va les compter et ça va le faire. C'est terrible.
À ce moment-là, c'est vrai que... Après, c'est vrai que c'est un attachement, les vaches. C'est attachant. C'est attachant, les vaches. Il est très attaché à ses vaches et à ses chèvres, Hélios. Donc du coup, vraiment, il compte ses vaches, hein. Évidemment, il en manque. Hein, et puis, je pense qu'il a aussi senti l'odeur du barbecue. Je serais Ulysse, j'aurais fini par balancer un petit « Paix, les mecs, si vous arrêtez vos conneries, on serait déjà rentrés. » Non mais c'est ça. Donc évidemment, il compte ses vaches, il en manque, hein, sans surprise. Du coup, il retourne voir Zeus, il dit « Ok, bah, c'est très simple, je vais faire abattre la nuit éternelle. » Non. Il dit non mais ça va, c'est pas grave, je vais te les rendre tes vaches, on va en trouver, on va t'en trouver d'autres. Non, c'est mes vaches, je voulais mes vaches, moi je les aimais bien. Bon bah Nick, nuit éternelle. Là à ce moment-là, il dit attends, je te propose, tu ne fais pas abattre la nuit éternelle et on bute les gens qui ont fait ça. Est-ce que ça te va? Et il dit d'accord, bon ok, d'accord. À ce moment-là, Poséidon il fait laisse-moi m'en occuper, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de me le faire, ce petit Ulysse avec tout son équipage. Je t'en supplie, laisse-moi m'occuper de ça. J'ai vraiment envie de les buter tous, hein, évidemment. Donc il commence à faire une grosse tempête, parce qu'au moment où ils ont fait le gros barbecue, Ulysse a dit on se taille dardard, ok, je ne reste pas une minute de plus sur cette île où vous avez bouffé les bœufs d'Hélios. Évidemment, ils reprennent la mer. Et évidemment, Poséidon... On refait une tempête. Cette fois-ci, il a l'aval de Zeus parce que Hélios a un petit peu le méga somme. Mais Athéna, elle fait attends. Ok, on bute tout le monde sauf Ulysse. Je vous en supplie, pas Ulysse. Ça fait des années que j'essaie de faire en sorte qu'il rentre chez lui en Ithaque parce qu'il pourra redonner la foi à tout le monde parce que il dit ouais, si les dieux nous aident et tout, t'inquiète pas et tout, etc. Zeus, il fait bon, ok, on bute tout le monde sauf Ulysse. Mais Ulysse va continuer à souffrir. Voilà, parce que vraiment, il enchaîne provocation sur provocation. Et moi, ça, je ne le tolère pas. Vois-tu, je suis Zeus. Tu as beau être ma chouchoute, Athéna. Ton petit protégé de merde, il commence sérieusement à me les briser. Là, vraiment, je suis à 2 doigts de le tuer, d'accord? Ulysse n'apprendra jamais que la mer, c'est pas son ami. c'est pas faux. Poséidon, il a dit, il faut les tuer, tire ma bière. C'est exactement ça, il dit. Attends, pose ma bière, j'arrive. On a passé l'étape du cyclope. Ah mais il y a longtemps, Kodlak. Il y a très longtemps. Athéna, c'est celle ou celui qui tue toutes les soirées. Athéna, vraiment, elle tient à Ulysse. Elle est tellement protectrice de ce mec parce qu'elle adore sa ruse et son inventivité, vraiment. Vraiment, et puis elle a une foi... elle a vraiment foi en Ulysse. Bref, donc du coup, il dit, ok, on va tous les buter sauf lui. Mais bon, évidemment, le bateau comment dire, le bateau d'Ulysse, pardon, va se faire chafouiner dans tous les sens par Poséidon. Ils vont tous plus ou moins crever. Le bateau va sombrer. Ulysse va se sortir miraculeusement en restant accroché à une planche qui reste de son bateau. Va dériver pendant des jours et des jours. C'est son crush, c'est peut-être son crush de Naros, peut-être le crush d'Athéna. Néanmoins, crush qui restera toujours chaste puisque Athéna est une déesse de la virginité et n'aura jamais ni mari, ni descendant, ni Scrabble. Elle aura un fils adoptif. Mais c'est tout, elle ne l'aura pas conçu. Voilà. Bref. Ulysse, la ruse, c'est je m'en fous quand même. Oui, c'est un petit peu ça. Il est rusé, mais il est très très impétueux. Bref, donc du coup, il va s'accrocher un peu comme une moule à un rocher, mais là, c'est plutôt comme un Ulysse à un pauvre bout de navire. Et il va dériver encore pendant des jours et des jours à l'article de la mort, finalement. Et il va s'échouer sur une énième île. Voilà, on est en Grèce, hein, donc des îles, il y en a partout. Il va s'échouer sur une île, forcément. Pendant ce temps, en Ithaque, du coup, royaume d'Ulysse, pardon, il y a Télémaque qui rentre de Sparte pour apporter la bonne nouvelle, puisqu'il a vu Ménélas à Sparte, et Ménélas lui a dit, il avait dit à Télémaque, mec, ton père est potentiellement encore en vie, mais il est perdu en mer. Donc du coup, Télémaque s'empresse de rentrer chez lui en Ithaque pour apporter la bonne nouvelle. Mais ça fait bien longtemps que règne plus ou moins un espèce de conseil de prétendants qui attendent qu'une chose, c'est que Pénélope se décide enfin à trouver un mari. Pénélope, qui pour essayer de retenir les ardeurs de ses prétendants, invente le petit mythe du linceul qu'elle a fait pour le papa d'Ulysse, dont j'ai oublié le nom, Laërte, oui c'est ça, Laërte. Et donc elle tisse toutes les nuits le linceul de Laërte en disant quand j'aurai fini de tisser son linceul, je me trouverai un mari. Mais j'ai pas fini. Évidemment, toutes les nuits,
elle enlève quelques mailles de son linceul, histoire de bien ralentir la progression de son putain de linceul. Et là, il y a Télémaque qui rentre tout pipou, tout gentil. « Hey, mon père, il est encore en vie !» Et là, du coup, les prétendants qui n'avaient pas prévu que ce petit con de Télémaque revienne un jour en Ithaque, puisque lui, ils avaient prévu que le gamin se perde un jour en mer, ou que sais-je, ou qu'il se fasse buter au détour d'un chemin par un manant, voient le gamin arriver, ils font « Oh, lui, il va tout faire foirer. Venez, on le chope et on le bute. » Du coup, Télémaque, il arrive, fait « Hey, mon père, il est potentiellement en vie, venez, on le cherche !» Et là, les prétendants, ils font « Non, et on va te tuer. » Du coup, Télémaque a un petit peu peur. C'est terrible. Oh mon dieu. Bonsoir, Geralt. Là, c'est terrible. Après, il était peut-être grand, Laerte, un linceul de 18 mètres à la main, je voudrais bien vous y voir. C'est vrai, de Naro, on ne saura jamais si Laerte faisait peut-être 18 mètres. Peut-être que Laerte était lui-même un descendant de Titan, quand sait-on. Bref, donc du coup, le pauvre Télémaque voit un peu la supercherie arriver et dit « Ah d'accord, je m'en vais, alors je vous laisse, hein. Finalement je renonce au trône. » Non, pas du tout. Il se dit « Ok, je me barre, je vais me cacher en attendant de trouver un plan. » Et en attendant de trouver une solution pour aller continuer à chercher mon père, puisque maintenant je sais qu'il est en vie, finalement. Donc du coup, il va aller se cacher dans la porcherie, là où il est sûr qu'on va pas le trouver. Parce que il se dit, personne n'ira aller chercher dans une porcherie, c'est assez dégueulasse. Télémaque en mode Koh-Lanta, un petit peu. Télémaque, je sais où tu te caches, viens ici que je te bute, tranquille. Joyeux Noël, Roal. Bref, donc du coup, le pauvre Télémaque va se cacher dans la porcherie. Pendant ce temps-là, Pénélope continue à enlever de temps en temps des petites mailles de son linceul. De l'autre côté, dans une île perdue au milieu des eaux grecques, il y a le pauvre Ulysse qui se remet de ses 4 jours sur sa putain de planche, là, en mode Titanic. Il a échoué sur une plage. Et il y a une jolie jeune fille qui arrive et qui voit un pauvre mec qui est dans un état, mais il est dégueulasse, il est tout sale, il a l'air d'avoir archi faim, il est vieux, il est fatigué. Et elle se dit, bon, on va l'aider. Puisque c'est de coutume finalement chez beaucoup de Grecs, de prendre soin des gens qui errent sur les îles, qui ont été rejetés par la mer finalement. Cette gamine s'appelle Nausicaa, ne me demandez pas pourquoi, elle a un nom d'anti-vomitif, bon bref, merci Mitranir. Il est où Nono, le petit robot? C'est une excellente question. Donc du coup, il rencontre Nausicaa, Nausicaa va aller le laver. Elle et ses suivantes vont aller le laver, le pauvre. C'est vrai que recueillir un clodo, c'est rare. Non, mais ils sont assez généreux, hein, les Grecs, hein, vraiment. Donc elles vont aller le laver, elle va le présenter à son papa. Le papounet de Nausicaa est un éminent mec de cette contrée, et je crois qu'il s'appelle Alkinos. Oui, c'est ça, il est roi. Voilà, donc il s'appelle Alkinos. Nausicaa dit « Coucou papa, je te ramène un mec qui pue et qui est mendiant. Viens, on l'héberge à notre table ce soir, parce que nous avons un grand cœur. » Bref, c'est un nom de parc zoologique. Ah bon? Non, vraiment? Alkinos? Honnêtement? Il donne la nausée ce prénom. Non, vraiment. L'hospitalité avant tout. Tu ne sais jamais si un dieu ou une déesse vient te rendre visite. C'est exactement ça, Mr. Vendnesday. Parce que souvent, les vieux... non, pas du tout. Les dieux prennent l'apparence de mendiants et tout. Donc c'est vrai que souvent, on est assez gentil avec les mendiants dans la Grèce antique pour ça. Et l'hospitalité, c'est un précepte extrêmement respecté en Grèce. Vraiment. Nausicaa, c'est un parc aquatique dans le nord. Vraiment? Mais c'est abusé. Je savais même pas. Oh putain, d'accord. Moi, je trouve que ça fait vraiment anti-vomitif, vraiment. Tiens, tu prends un Nausicaa, ça t'aide. Bref, donc du coup, j'apprends des trucs, merci. Donc Nausicaa dit à son papa, Alkinos, viens, on le recueille. Le roi dit, ok, nos soucis. On va l'accueillir à notre table. Le soir, ils font un grand banquet pour célébrer leur nouvel invité et pour essayer de faire en sorte qu'il se stuffe un peu, le pauvre. Et à ce moment-là, ils aiment bien, pendant ce genre de repas, inviter des poètes, finalement, qui viennent
Et ce petit poète du nom de Laédé, je crois, raconte. Du coup, il dit « Oh, je vais vous raconter une super histoire ». Laédé, il a un style de ouf. Il a un style de dingue. Laédé raconte des super histoires tellement qu'il y a plein de gens qui adorent les écouter. Laédé raconte l'Iliade et l'Odyssée. Laédé, c'est moi. Non, je déconne. Laédé ou Lédé d'ailleurs raconte l'histoire de l'Iliade et l'Odyssée. Tout le monde est pendu à ses lèvres en mode waouh, mais c'est un truc de ouf, c'est trop bien comme récit, mais c'est tellement agréable à écouter, mais c'est un truc de dingue. C'est vraiment trop bien. Et là, à ce moment-là, il se lève et il dit alors, ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc, le viewer se lève et dit ça s'est pas du tout passé comme ça. Le Ulysse se lève et dit alors, ça s'est pas du tout passé comme ça, d'accord. Moi, je suis Ulysse et moi, je vais vous raconter ma vraie histoire. Donc, Ulysse raconte son traumatisme finalement. Ça s'est pas du tout passé comme ça, d'accord ? Ouais, il le dit comme ça. Sauf que contrairement aux viewers qui m'interrompent dans mon récit, Ulysse, lui, dit la vraie version. Alors que les viewers qui m'interrompent, en général, ne disent rien derrière. Voilà. Bref. Donc Ulysse raconte son traumatisme, raconte comment il a perdu tous ses poteaux à la guerre, raconte comment, aux enfers, il a pu retrouver ses potes, comment il a triomphé des sirènes, triomphé des rochers qu'Harry des Scylla, comment il a pu s'en sortir après que ces cons de marins aient bouffé les bêtes des halls. Bref, et donc du coup, il raconte tout ça et tout le monde est vraiment pendu à ses lèvres. Et là, il dit, mais vous voyez, moi je m'en suis sorti tout seul. Moi j'ai besoin de son père. Oui, parce qu'il est très très arrogant, Ulysse, évidemment. Moi j'ai besoin de personne. Les dieux, moi, vous avez vu toutes les couilles qu'ils m'ont mis sur mon passage ? Et bien moi j'ai tout traversé, tout seul, comme un grand. Ouais, de ouf. Bon, il a tendance un petit peu à oublier son équipage. Polly Pocket et Eurytruc en plus. Non, il se la pète un peu. Genre tout le monde est mort, mais c'est grâce à lui et uniquement à lui qu'il a survécu à tout ça. Et finalement, donc du coup, Alkinoos se rend compte que son hôte, finalement, à sa table, n'est autre que Ulysse. Et Ulysse commence à répandre la parole de l'athée en mode « Ne croyez plus dans les dieux, ce sont que des cons, on n'a pas besoin d'eux. Par contre, eux ont besoin de nous. » Et à ce moment-là, Alkinoos, il fait « Ouais, haha, de ouf. Bah écoute, mec, t'as vraiment eu une vie de merde. On va te couvrir de cadeaux. Venez, les mecs, on lui offre plein d'or et plein d'argent parce qu'en plus, il a plus rien. Et puis, on va t'aider à rentrer en Attique. Évidemment. Bien sûr. Et là, surtout, il se dit, bah du coup, si je sais son identité, bah, je sais que c'est pas un dieu. Par contre, je le trouve vachement téméraire. Et j'ai pas trop envie que les dieux, ils pensent que j'ai aidé un profanateur. On va lui jouer un tour, du coup. Donc il dit à tout le monde, ouais, donnez-lui de l'or et tout, etc. On va te filer un bateau, tu vas pouvoir rentrer chez toi. Bien sûr, bien sûr. La politesse est morte. Ah oui, politesse, c'est vrai, c'est... Bien joué, Dioxas. Mon Dieu. Il a de la vérité, il remonte dans son bateau à chaque fois, pourtant il lui arrive que des merdes. Bien sûr qu'il lui arrive que des merdes à bout. Il a dit que la vérité, bien sûr, mais il a tendance un petit peu à oublier que s'il arrive aussi à s'en sortir, c'est parce qu'Athéna est là pour veiller sur lui et qu'elle est toujours là pour veiller sur lui. Donc il est un peu prétentieux de dire qu'il s'en est sorti tout seul. Bref. Parce que s'il n'y avait pas Athéna pour veiller sur lui, ça fait très longtemps que Zeus l'aurait déjà foudroyé, ou que Poséidon l'aurait déjà noyé. Bref. Donc du coup, Alkinoos lui dit tiens, je vais te filer des trucs et tout. Et puis t'as bien mangé, voilà, bah bois encore un petit coup là. Oui, vas-y, bois un coup, voilà. Puis maintenant tu vas rentrer, on va te filer un bateau. Ouais, bien sûr. Et puis bah... Ulysse, au sein de son bateau, avec couvert d'or que lui a filé le roi Alkinoos, et bah il va s'endormir. Cette fois-ci, pas à cause d'un dieu, mais à cause... en gros, ils l'ont drogué, ni plus ni moins. Merci, je suis un dragon qui passe son contrôle technique, ça fait 1 an. Merci, je suis un dragon, c'est adorable. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Merci. Mais oui, Athéna, c'est la bonne copine. En vrai, c'est un peu la meuf sûre, hein, Athéna. Sans Athéna, Ulysse serait un peu dans la demeure, honnêtement. Donc du coup, Ulysse s'endort. Évidemment. Ulysse, forcément, bah, il s'endort, donc du coup, bah, il perd le cap, hein. Et puis, bah, son bateau va venir s'échouer encore une fois. Est-ce qu'il va réussir à rentrer en Ithaque, ce con? D'accord.
Senpai, merci pour les 5 subs, c'est adorable. Merci pour les 5 subs, c'est trop gentil, Senpai. Bref, il va encore s'échouer sur une autre île. Il en peut plus, Ulysse, s'il vous plaît, il en a marre. Il veut pas prendre l'avion, ce con, c'est plus sûr. Non mais c'est sûr. Alors par contre, là dans l'ordre où je vous l'ai raconté, il y a beaucoup plus de récits. Et j'aurais dû vous le raconter dans l'ordre où je l'ai lu, mais j'ai lu des récits où ça s'est inversé. En gros, là il va s'échouer sur une île. Et l'histoire que je vais vous raconter, dans beaucoup de récits, elle arrive avant la rencontre avec Nausicaa et le roi Alkinoos. Voilà. J'aurais dû vous raconter d'abord. Bon bref, je l'ai noté comme ça, mais ok. Donc il va s'échouer sur une énième île. Et là vraiment, bah, c'est un peu la 18e île sur laquelle il s'échoue, le pauvre. Et là il est encore tout seul. Il a survécu à tout ça. Il en a marre. Il est fatigué. Et puis bah, qui va venir le secourir? Une autre jeune fille. C'est toujours les jeunes filles qui viennent l'aider à lui. Mais là c'est pas n'importe laquelle. C'est ni plus ni moins la plus belle jeune fille qu'il n'a jamais vue. Vraiment. C'est du jamais vu, SCP le pays entier. Lol, pas cru. Une autre nymphe, exactement Corédan. C'est une autre nymphe et pas n'importe laquelle. Voilà. Alors, donc il voit la plus belle jeune fille qu'il n'a jamais vue. Et là, c'est une évidence même. Même quand il a vu Pénélope, il a jamais ressenti ça. Il voit la nymphe, tombe désespérément amoureux d'elle, au premier regard, et c'est réciproque. La nymphe le voit, et elle dit c'est lui. C'est lui, l'homme de ma vie. Voilà. C'est évident. Ils se regardent et ils se disent enfin, ça y est, on s'est trouvé. Toute notre vie, on s'est cherché. En fait, on s'est trouvé. Cette nymphe, c'est Calypso. Voilà. Et donc, il va tomber désespérément amoureux de Calypso. Circé peut aller se rhabiller. Ah oui, Circé et Pénélope, là, dans sa tête, c'est pas la peine. Hein. Il rencontre Calypso. Vraiment. Et c'est l'amour fou. Calypso, elle dit, voilà, je t'ai attendu toute ma vie, en fait, c'était toi. Voilà, tout simplement. Bah, viens. Voilà, c'est tout. On est sur mon île. Moi, je suis bien. Je suis protégée des dieux. Je suis la fille d'Atlas. On va s'aimer. Voilà. Sur une étoile et sur un oreiller aussi. Adieu Pénélope. Il continuera de coudre. Ouais, c'est ça, exactement. Non, vraiment, il tombe fou amoureux de Calypso. Et il se dit, bah c'est bien en fait. Moi, je suis bien. Je suis dans une île où on a tout à porter. C'est parfait. Abondance, bouffe, la femme de ma vie. Je suis trop bien. Voilà. Et il va pas bouger de cette île. Il veut rester là. En fait, il est bien avec Calypso. Ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Calypso aussi. Sauf que Calypso, elle a acheté son dévolu sur un mortel. Voilà. Donc elle dit, oui, alors... moi, j'ai envie de vivre éternellement avec toi, mon amour. Mais un jour, tu vas mourir. Du coup, bah, moi, ce que je te propose, c'est que tu deviennes immortel. Voilà. Et il dit, mais tu peux faire ça, tu peux me rendre immortel, comme ça je pourrais vivre toute ma vie à tes côtés. Elle fait, ouais, je peux aller demander à Zeus si tu veux. Et là il fait, ah je sais pas pourquoi, je sens que Zeus il va pas m'accorder l'immortalité, tu vois, il y a un truc qui dit que, à mon avis, il va pas trop être d'accord. Et puis surtout, il se souvient d'un très vieux mythe. C'était le mythe de Titon et de l'aurore, pardon. Elle avait un autre nom, j'ai oublié son nom. Si quelqu'un a le nom de l'aurore, d'ailleurs, dans la mythologie grecque, j'attends vos lumières, parce que moi, je ne l'ai point. Il se souvient de ce mythe, vieux comme le monde, de l'aurore, immortelle aurore, qui, elle, tombe amoureuse d'un gamin qui s'appelle Titon. Elle en fait son chouchou, ils s'aiment d'un amour fou, mais plus le temps passe, plus les années avancent, plus Titon commence à devenir un peu vieux, et elle veut qu'il garde toute la vigueur d'un jeune amant, et donc du coup elle va voir Zeus, elle lui dit « Coucou Zeus, est-ce que tu pourrais lui filer l'immortalité s'il te plaît parce que je l'aime, et qu'on a envie de vivre toute notre vie dans les bras l'un de l'autre. » Zeus, un peu félon, un peu vilain,
Dit, tu veux vraiment filer l'immortalité à un mortel, mais ça n'a pas de sens. Le principe d'un mortel, c'est qu'il soit mortel. T'es un peu chiante, la gamine. Tu m'emmerdes. Voilà. Chaud de s'appeler Titon, quand même. Bah, il est pipou, Titon. Je sais pas, Du coup, elle fait, allez, s'il te plaît, Zeus, aide-moi. Zeus, il dit, bon, allez, d'accord, parce que c'est toi. Mais il a bien évidemment une idée derrière la tête. Il accorde l'immortalité à Titon. Titon devient immortel. Mais Titon continue de vieillir. Beaucoup. C'est pas Triton, parce que Triton il est immortel. C'est pas un mortel, Triton. C'est un dieu des fleuves. Donc c'est Titon tout court. Non, mais il vieillit, Titon quand même. Il est mortel, hein. Mais il vieillit. En fait, elle a oublié de préciser. Oui, alors, en fait, je voulais qu'il soit immortel pour qu'il reste jeune, vigoureux. Tu vois? Pas immortel, genre le mec qui a besoin de Viagra, tu vois. Donc le pauvre Titon, il continue à vieillir. Il continue. Puis bah, il a les cheveux blancs, il a des rides, il commence à devenir très très vieux, mais genre vraiment vieux, il commence à marcher avec une canne et tout. Mais il meurt toujours pas, ce con. Non. Puis là, il commence à perdre, il commence à partir en lambeaux. En fait, le truc se transforme, il se décharne. Voilà. Vraiment, ça devient un cadavre vivant, ni plus ni moins, mais immortel. Elle avait demandé l'immortalité. L'immortalité, je veux dire, au bout d'un moment, faut savoir, ma belle. Hein. Du coup, bah, le pauvre Titon, il va être condamné à errer, genre en mode un squelette comme ça. À la fin, il finira en squelette, évidemment. Mais un squelette immortel. Voilà, donc si un jour vous croisez un squelette qui se balade au gré d'une prairie, bah c'est le pauvre Titon qui ne peut pas crever. Voilà. Au bout de 1000 ans, il devient une flaque. Oui, normalement, oui, hein, parce que les os aussi hein, deviennent de la poudre d'eau. Voilà. Donc c'est terrible. Ah bah yes, voilà. Donc si jamais vous croisez un squelette, vous penserez à Titon. Vous ferez « Eh, salut, ça va ?» Non, bah non, j'imagine que ça va pas trop, mais enfin, force, hein, gars. Du coup, la flaque est vivante. Et bah potentiellement, si vous marchez dedans, ça va faire « Aïe !» Bah, arrête, enfin. Bref, donc à ce moment-là, Ulysse, il repense à tout ça. Et il se dit alors, si jamais elle arrive à convaincre Zeus de me filer l'immortalité, je sens que Zeus va me faire le même coup. Donc non, on va rester comme ça pour l'instant avec Calypso, et un jour je mourrai à ses côtés, et puis tant pis, et puis c'est pas grave quoi. Donc il refuse l'immortalité. Calypso, un peu déçu, se dit bon bah écoute, je profiterai de mon avant le temps qu'il sera en vie, et puis voilà. Ulysse était chelou quand même, bien sûr qu'Ulysse était chelou. Évidemment Pikachu. Si on balance une flaque dans l'océan, que se passe-t-il? Comme un frisbee. Pardon. V de merde de ma vie de flaque. Moi, je vois un squelette. Hey, Titon, bien ou bien? Mon Dieu. Et donc, du coup, le pauvre Ulysse continue à rester avec Calypso, vieillit avec Calypso. Et oui, il vieillit avec parce qu'il va rester 7 ans avec Calypso. Tu m'étonnes qu'il est parti 20 ans, ce con. 7 ans avec Calypso, plus ou moins 1 an avec Circé. Voilà, il est vieux, quoi. Là... 7 ans, mais bordel, Ulysse. Ouais, mais 7 ans d'amour, parce qu'il est fou de Calypso. Sauf qu'au bout de 7 ans, il se fait un peu chier, tu vois. Genre, il est dans une vie où, bon, bah, tous les jours, il s'endort avec Calypso, il se réveille avec Calypso, il mange ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, il a une retraite bien méritée, mais il pense à son fils, Télémaque. Il pense à Pénélope. Il pense à tout ça. Il se dit, j'ai quand même une femme et des enfants, quoi. Même si j'ai trouvé la femme de ma vie, Calypso. Mais j'ai aussi un fils, quoi. Il pense surtout à son fils à ce moment-là. Même s'il est encore un peu amoureux de Pénélope, il pense beaucoup à son fils. Il se dit, putain, mais j'aurais pas vu mon fils grandir. C'est chaud, quand même. Je pense que je vais rentrer. Il en parle à Calypso. Genre, il est immortel et 7 ans, c'est long. Il est pas immortel, hein, Ulysse. Mais oui, mais heureusement, comme tu dis, c'était un bon parallèle. S'il avait été immortel, putain... 7 ans, ça aurait été rien, évidemment. Merci Danaclis pour le prime, c'est adorable. Son équipage... Ah, son équipage, ça fait longtemps qu'il est mort. Hein. L'équipage, après avoir graillé les bêtes d'Hélios, l'équipage, il a sombré au fin fond des mers. Mais il pense fort à son fils, hein, forcément. Merci encore Danaclis pour ton prime. Pendant ce temps, Télémaque caché dans la porcherie, en attendant que son père pendant 7 ans. Alors, bah, ça dépend de la version. Soit il est encore à Sparte, ou en tout cas sur le chemin du retour,
soit il est dans la porcherie, puisqu'encore une fois, il y a des versions où en fait Calypso arrive après Nausicaa et Nausicaa arrive après Calypso, c'est un peu... bon, c'est vous qui voyez. J'ai pas réussi à trouver une vérité générale là-dessus, voilà. Mais donc du coup il se dit bon je vais quand même rentrer. Il en parle à Calypso et il lui dit écoute Calypso, j'ai refusé l'immortalité parce que de toute façon les Zeus j'en ai rien à foutre et j'ai pas envie d'être un dieu parce que les dieux c'est des merdes, sauf toi évidemment parce que tu es la femme de ma vie. Il dit mais voilà je vais rentrer, sache que j'ai un fils et je sais que tu m'aimes et je veux que tu m'aides. Voilà. Et si vraiment tu m'aimes, tu vas m'aider à rentrer chez moi. Et donc Calypso va dire ok. Parce que Calypso l'aime plus que tout et elle dit de toute façon comme tu es mortel, moi je ne vieillirai pas et toi un jour bah, tu seras plus enclin à me satisfaire, ce qui est plutôt dommage. Du coup et bah, je vais t'aider à rentrer chez toi et à revoir ton fils et puis voilà quoi. Et merci Riol Kurome, c'est adorable, merci pour ton sub. C'est adorable, Riol Kurome, merci beaucoup. Ma vie Calypso avait pas les pastas à l'encre de sèche. Claire. Exactement, c'est pour ça, il s'est dit putain, ça me manque. Moi j'ai des parties Scrabble à gagner, exactement. La période des 7 ans, toujours un cap difficile dans un couple apparemment. Et oui finalement, dis donc, ça valait de la théorie, j'avais pas vu, bien joué. Non mais c'est ça. Pénélope, je t'annonce qu'on dit fort, j'ai trouvé une autre femme, j'espère que tu m'attendais pas. Elle continue à enlever, tu sais, pendant 7 ans, le fil. La pauvre. C'est terrible. Bon bref. Donc il dit bah, je voudrais que tu m'aides. Et donc en 4 jours, Calypso va l'aider à construire un bateau. Et il va pouvoir se barrer. Il va pouvoir se barrer de cette île. Et sauf qu'il y aura toujours Poséidon qui va venir le faire chier évidemment et qui va le faire dériver encore une fois. Et donc t'as la version où là il tombe sur Nausicaa. Et tu as la version où il va dériver jusqu'en Ithaque. Alléluia. Putain. Ça fait pas loin de 10 ans. En fait ça fait 10 ans. Oui ça fait 10 ans qu'il attend rentrer chez lui. Même s'il a passé 7 ans dans les bras de Calypso. Voilà. Merci HNT pour le 11e mois, c'est adorable. Déjà 11 mois que je suis là, je n'ai toujours pas entendu toute la playlist en entier sur le stream. Merci HNT, c'est adorable. Ça fait 8 ans avec ma copine, trop tard pour faire demi-tour, du coup j'ai passé le délai du SAV. Mais non, mais c'est très bien justement, ça veut dire que vous avez passé le cap des 7 ans. GG Itofox, je suis très contente pour toi. Voilà, il arrive enfin en Ithaque. Putain. Pénélope, quand elle va revoir Ulysse, t'étais où? Non, Pénélope, elle continue à tisser, détisser. Mais il y a les prétendants, pardon, eux, ont la dalle. Vraiment, ils ont la dalle. Et toutes les nuits, elle s'entoure de 12 servantes qui l'aident à couvrir son méfait, à savoir enlever les mailles du dit linceul pour le dit... j'ai oublié le nom du gars. Laerte, je crois. Oui, c'est ça, c'est Laerte. Bref. Et il y a une poucave au sein de ces 12 servantes. Évidemment, il y a toujours une poucave. Hein. Alors, le nom de la poucave, je vais vous le retrouver. Voilà, Mélanto. Je crois que c'est ça. Oui, normalement, si je l'ai noté, c'est que c'est bon, sauf si j'arrive pas à me relire, ce qui peut arriver. Mélanto, grosse poucave, qui, elle, ça fait longtemps qu'elle s'envoie en l'air avec le chouchou des prétendants. J'ai pas du tout compris le move, en fait. Parce que si elle avait fermé sa gueule... Eh ben, elle aurait pu rester avec son mec, finalement. Non. Bon, bah écoute. Du coup, elle va prévenir son amant, qui est autre que le prétendant numéro 1 au trône, et donc en l'occurrence à épouser Pénélope, il s'agit d'Antilos. Elle va appeler Antilos et elle va lui dire toute la supercherie. La vilaine. Voilà. Évidemment. Les prétendants ont vraiment la dalle pour attendre 10 ans sans rien au final. C'est vraiment ça. À toi. Donc la vilaine... La poucave, c'est moi. La vilaine va aller voir Antilos, elle va dire hey, tu sais, ça fait des années et des années que Pénélope, elle détricote son linceul pour ne pas le finir à temps, pour n'épouser aucun d'entre vous. Évidemment, les prétendants, quand ils apprennent ça, ils vont choper la dite Pénélope, ils vont l'enfermer dans une espèce de prison où on enferme les traîtres, finalement, en Ithaque. Alors, le nom de la prison, elle a un nom chelou. Est-ce que je l'ai noté quelque part? Je sais plus. Non, je l'ai pas noté. Donc si quelqu'un... Attends. Si... Gynécée. Voilà.
écoutez, ça nous fait une belle jambe, voilà, il la jette dans le gynécée. C'est une espèce de cachot chelou dans lequel on fout les traîtres, en disant « Demain matin, ma belle, tu passes à la casserole avec l'un d'entre nous. Je te préviens. Vraiment. Parce que là, ça s'y fut. Ça fait des années qu'on t'attend, ma belle. » Vraiment. Je découvre, mais j'adore cette version vulgarisée de nos mythes grecs. Merci, Titi et le Diablo. Vraiment. Fallait vraiment que 2 de leurs neurones connectés, parce que même à un seul de 18 mètres, pas sûr que ça prenne 10 ans. Bah, ça dépend si tu es très très long. Peut-être qu'elle était très très lente, finalement. Le gynécée, l'espace réservé aux femmes, en fait. Merci Corsair Albator pour les précisions. Merci infiniment. Et merci Zepanet Team qui fait monter ce train. Merci pour le 7e mois, c'est trop cool. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc merci, donc c'est un espace réservé aux femmes. Donc il la note dans le gynécée au lieu de la laisser dans ses appartements privés de Rennes, je suppose. En lui disant, évidemment, demain ma belle, tu passes à la casserole avec l'un d'entre nous. Voilà, c'est tout, je sais pas quoi te dire de plus. Gyné femme, pensée gynécologue. Ah, c'est super intéressant, putain. Effectivement, bah, tout se complète. Bref, donc évidemment, merci pour ce magnifique train à propos. Et là, gyné ou génie gynécologue. Ouais, gynécée. Ouais, c'est ça. Ou génie aussi. Je n'ai pas du tout fait de cours d'étymologie, donc n'hésitez pas à me dire. Ça fait 20 ans, t'as 50 piges maintenant, c'est bon, il y en a marre. Ouais, j'avoue. Nous, il faut qu'on fasse un fils à l'ITAC. Meuf, tu as bientôt la ménopause. Donc là, ça s'y fut, quoi. Re-Sephiros. Et merci, Lil Slushy, pour le Prime. C'est trop gentil. Génissez pas. Elle est bien, Shankrat. Ça s'y fut, exactement ça, ça s'y fut. Et merci Agnérine pour le sub. Oh mais quel beau train. Et là il y a Ulysse qui arrive qui fait putain mais quel train de ouf les gars. Merci Agnérine pour le sub et pour faire monter ce train de la hype. Merci, bonsoir Antoine. Mais quel beau train. 20 ans en attente de son mari, cette fidélité force le respect. J'avoue. Surtout que lui, il s'est pas gardé de... Ouais, Calypso... Circé... Genre, c'est ok, tu vois, genre vraiment. Bonsoir, le tentacule. Pénélope reste fidèle pendant 20 ans. Ulysse, rien à foutre. Non mais c'est ça. Non mais c'est un homme, donc forcément, les hommes, on les comprend. Voilà, alors que les femmes, c'est vipère perfide. Évidemment, elles n'ont pas besoin de niquer, finalement. Bah non, c'est bien connu. Une femme, ça sert qu'à enfanter. Bah oui, quel beau train, c'est limite, Clara. Comment ça? Ah mais non, Jackie, enfin. Et merci Titi et le Diablo pour les 166 bits. Merci beaucoup. C'est trop cool pour ce beau train. Bref, donc du coup, elle est jetée dans le génissé. Lui, Ulysse, il vient d'arriver en étac. Genre, tout s'imbrique à peu près parfaitement hein, dans ce récit. Vraiment, c'est à un jour près sur 10 ans. À un jour près, il va peut-être louper sa femme. Voilà, mais sur 10 ans, hein, vraiment. Et merci Titi et le Diablo, du coup, pour ton prime, c'est trop gentil. C'est adorable. Du coup, c'est génissé ou génissé? Je crois que c'est gynécé. Je crois. C'est juste parce que je suis totalement dyslexique que j'ai dit génissé, je crois. Gynécée, j'ai noté gynécée. Donc c'est juste moi qui foire, je suis désolée. Merci de m'avoir reprise. La dyslexie, bref. Gynécée donc. Putain, on va y arriver, hein. C'est pire que Polly Pocket et Eurytruc. Bref, donc Ithac, pas du tout Ithac. Ulysse arrive en Ithac. Il s'échoue sur la plage. Et là, il y a une vieille qui lui apparaît. Et évidemment, elle dit bonjour, vieil homme, qui es-tu? Et là, il dit, mais moi, tu m'as pas reconnu, je suis Ulysse, le roi d'Ithac. Elle dit, PTDR, gros, on t'a cherché pendant 20 ans. Elle dit, mais j'en attendais plus de toi, quand même. Il a dit, mais comment ça, t'es qui, là, la vieille, là? Elle fait, bah, enfin, c'est moi qui t'ai aidé à tout faire, à tout traverser. Je suis venue pour te féliciter pour avoir réussi enfin à regagner la patrie. Tu m'as pas reconnu? Non. Ta protectrice de toujours. Athéna. C'est moi? Bon, attends, je vais te filer un coup de main. Et là, elle se change, hop. Et elle apparaît avec son cac, sa lance, son bouclier, ses godasses. Elle a tout le stuff. Elle dit, mais oui, tu me reconnais maintenant. Et là, il fait, ah, mais oui.
Mais t'es qui? Des bisous Mbori, bon courage pour le travail. Je vais encore devoir rattraper les rediffs pour avoir la fin. Des bisous. Full stuff T3, full stuff T3. Carcéral matin. Et là il dit, ah mais t'es qui? Elle dit, ah mais attends, tu te moques de moi là, tu te fous de moi? Elle dit, bah oui un petit peu. Oui je me moque un peu de toi. Mais parce qu'en fait j'ai pas de respect pour les dieux. Elle dit, mais attends, tu te fous de moi là, tu te rends compte quand même que c'était en mise, c'est grâce à moi. Il fait, attends, pardon? C'est grâce à toi? Non mais tu te rends pas compte de ce que j'ai dû traverser, meuf. J'ai perdu tout mon équipage. J'ai failli me faire bouffer par des sirènes, par des pierres mangeurs d'hommes, par Éole, par Hélios, par Circé qui a voulu me bouffer à la base. Je suis allée en enfer. Tu te fous de moi? J'ai réussi tout seul. Non mais oh madame là. Alors évidemment, Zeus, sur son petit nuage, il était en mode, ouais, c'était sûr en fait. C'était sûr. Je te l'avais dit depuis le début, Athéna, je t'avais dit qu'il ne croyait plus dans les dieux, que ça ne servait à rien de l'aider, qu'il fallait le buter avant qu'il répande l'athéisme là partout à travers la Grèce. Zeus c'est sardoche, un petit peu. À ce moment-là, Zeus c'est un peu sardoché, tu vois. Il est vraiment, mais c'était sûr en fait, c'était sûr. Il a un petit peu le seum. Athéna a un peu le seum aussi. On va pas se mentir. Bonsoir Charlie. Athéna a aussi un petit peu le seum, on va pas se mentir. Mais Ulysse, il va pas se foutre de la gueule d'Athéna sans aucune raison. Il a un plan. Ulysse, bien que con et téméraire, a un plan. Et merci au 13e pneu ou gomme qui a fait le tuto World of Tanks, c'est adorable, merci beaucoup. C'est adorable. On se retrouve juste après d'ailleurs sur World of Tanks, on est bientôt à la fin puisque Ulysse vient d'arriver en Ithaque, je vous le rappelle. Mais évidemment, Ulysse, il n'a pas fait ça sans conséquence, il a un plan derrière la tête. Il s'est dit, je vais bien l'énerver, je vais l'aggro vénère. Il est un petit peu téméraire, hein, parce que je pense que sur le coup, elle aurait pu le tuer. Elle dit, ah ouais? Ah, je t'ai jamais aidé? Eh bah tiens, bâtard. Allez hop, elle le transforme en vieux. Elle fait, tiens là. Maintenant, va reconquérir ta femme 20 ans après avec la dégaine que t'as. Allez, chien, là! Et elle se casse, un peu outrée. Elle a un petit peu dit, bon, ça fait 20 ans que je veille sur toi et tu m'envoies chier comme une merde. Allez, va reconquérir ta femme, vas-y. Avec ta sale gueule, là. De vieux manant va-nu-pied. Bah, bien vu, Ulysse. Ulysse, il fait, oh, zut, alors! Mais Ulysse, c'était exactement ce qu'il voulait. Parce qu'il s'est souvenu de ce que lui avait dit le vieux Agamemnon quand il était aux enfers. Mec, quand t'arrives chez toi, méfie-toi. Méfie-toi, moi on m'a buté à mon banquet d'arrivée, d'accord? Donc cache-toi ou déguise-toi. Et d'abord observe un petit peu si les gens t'attendent, si les gens veulent, enfin te cherchent pour te buter, ou si au contraire ils attendent ton retour en liesse, etc. Méfie-toi, cache-toi ou déguise-toi. Du coup, tout se déroule comme il l'avait prévu. Il se change en un vieux. Il se dit bon. Pour essayer de voir comment se passe la situation en Ithaque, je vais peut-être aller voir un de mes vieux serviteurs qui m'est le plus dévoué. Je vais aller voir le mec qui tient la porcherie. Un porchelier. Je sais pas. Comment on dit un berger de cochon? On va l'appeler le porcelier, tu sais quoi? Allez hop, je vais inventer un mot, c'est parfait. Je vais voir le porcelier. Un porcher. Un porcher, c'est... Je sais pas. Un porcher, d'accord, ok, merci. Un porcelier, je trouve ça drôle. Voilà, je me dis un portfolio. Un éleveur, ça fonctionne aussi. Un éleveur de porc, un porcher. Bon, écoutez, un porcher. Voilà. Tu sais, porcelier, Harry. Un cochonnier, c'est pas mal aussi. J'aime beaucoup. Non. Du coup, il dit, bah, je vais aller voir mon porcher, évidemment. Et donc, du coup, il vient, tel un vieux mendiant nul, là, comme ça, voir le porcher. Et il dit, salut mon jeune. Alors, le porcher, il a pas du tout l'habitude de voir du monde parce que tout le monde le rebute un petit peu parce que passe sa vie chez les porcs. Donc, on va pas se mentir que le boug, il pue. Voilà, soyons honnêtes, il pue. Voilà, il passe sa vie dans la fange des porcs. C'est un peu l'enfer, hein. Personne vient lui rendre visite. Donc là, il y a un vieux qui pue en retour et qui vient lui rendre visite. Il se dit, cool, on est entre mecs qui puent. Et en plus, j'ai de la visite, je suis vachement content. Comment vas-tu? Et donc du coup, le vieux, il dit, bah super, et toi, je viens d'arriver ici, c'est quoi? On est en Ithaque, c'est qui votre chef ici? Ah, bah tu sais, c'était Ulysse, mais bon, il est parti, ça fait 20 ans qu'on le cherche. Putain, moi j'aimerais bien qu'il rentre parce qu'en ce moment, c'est le sbeul. Oh, puis je te dis pas, sa femme Pénélope, demain, elle épouse un de ses prétendants. Bah ouais, parce qu'apparemment, elle faisait un truc, le linceul et tout, ils ont découvert la supercherie.
nuit. Du coup, demain, elle passe à la casserole, la Pénélope. C'est un peu la merde et tout. Là, du coup, Ulysse réfléchit, il se dit, oh putain, je suis arrivé à temps. Je suis vraiment arrivé à temps. Il dit, et toi, ça va ta vie de porcher ou de porcelier, là? Ça va sortir les bières entre mecs qui puent dans 3, 2, 1. Netty. Exactement, donc ils se racontent leur vie, là. Et il dit, bah écoute, moi je m'emmerde un petit peu, mais ça va, je suis avec mes porcs, je m'amuse. Non, mais depuis quelques temps aussi, j'ai un apprenti. C'est un gamin, ouais. Je crois qu'il s'appelle Télémaque. Ah! Télémaque, ok. Tu me présenterais à Télémaque? Là, Ulysse soulagé de savoir que son fils est en vie, putain. Ouais, bien sûr, je te le présente. Et là, il gueule, Télémaque, ouais, viens voir, il y a un vieux là, il veut te rencontrer. Évidemment, Télémaque, il fait bonjour, monsieur le vieux. Il reconnaît pas du tout son daron, forcément, parce qu'il est complètement déguisé, évidemment. Truc de fou. Quel hasard, mais quel hasard, c'est fou. Télémaque qui croyait prendre. C'est pas possible. Coucou, je t'aime. Mon dieu. Donc Télémaque, on rencontre le truc. Alors là, encore une fois, il y a des versions qui divergent et j'ai pas réussi à trouver une réponse claire à ce problème. Il y a une réponse qui dit qu'à ce moment-là, Ulysse révèle tout de suite à Télémaque le fait qu'il est son père, en disant coucou, en fait c'est moi Ulysse, vas-y, c'est Athéna, elle m'a déguisé, t'inquiète parce que je me méfiais de mon retour, etc. Et il y a une autre version qui dit qu'à ce moment-là, Ulysse ne dit rien à son fils. Voilà. Donc écoutez, on va faire abstraction de ce détail parce que ça va pas changer grand-chose au récit. Bon, mais en tout cas, lui, il a retrouvé son fils et il est bien content. Et merci Antoine pour le 2e mois. Et merci Jotam pour le 3e mois. Télémaque, je suis ton père, exactement. Et l'autre, il va dire peut-être t'es qui? Mon père, c'est Ulysse, c'est pas un vieux grincheux qui pue comme toi. Bonsoir Numbers, merci beaucoup. Dans cette version, on va dire que Télémaque va apprendre que le vieux qui pue c'est son père et ils vont ensemble avoir un plan. Et le plan du coup, ça va être que Ulysse vienne au banquet le soir, parce qu'ils font des banquets tous les soirs. Ouais, c'est la vie de roi, hein, t'inquiète. Et dit, je me pointe au banquet. Je sais qu'ils vont vouloir me tuer potentiellement, mais je vais me pointer au banquet en leur disant que j'ai appris que t'étais mort. Comme ça va précipiter les choses et ils ne se méfieront pas de ton arrivée. Et après, on réfléchit à un autre plan. D'accord? Ok. Mais d'abord, on va faire croire que t'es mort. Bien. À ce moment-là, banquet entre tous les prétendants. La pauvre Pénélope qui est toujours au gynécée. Oui, gynécée. Putain, j'ai réussi à le dire correctement. Alléluia. Il était temps. Bref, tous les prétendants sont au banquet et tout, etc. Et là, il y a Télémaque qui se pointe en hurlant. Mon Dieu, c'est terrible! J'ai appris qu'Ulysse était mort! Gros blanc. Merci de me rendre. De soulagement. Merci Roland pour les 500 bits. Merci. Grâce à toi, je suis libre. Merci. Merde, merci, c'est adorable. C'est trop gentil. On a le temps pour élaborer un plan, puis on y va sans plan et on réfléchit après. Oui, voilà, pour eux, leur plan, c'est uniquement de dire pour l'instant qu'Ulysse est mort, pour pouvoir détourner l'attention, finalement, pour qu'ils ne se méfient plus, en fait, les prétendants. Donc là, les prétendants, yes, général, en mode « Alléluia, il est mort, putain, c'est trop bien !» Ils commencent à faire un énorme sbeul. Du coup, Télémaque se dit, bon, je pense que je vais pas potentiellement mourir ce soir parce qu'ils ont l'air complètement en liesse. Et il dit, par contre, j'ai rencontré cet humble vieux mendiant. Voilà, comme la tradition grecque l'exige, on lui doit le couvert et le gîte cette nuit. Voilà. Là, à ce moment-là, les prétendants disent, Osef de ton vieux qui pue. On va lui jeter un bout de viande et puis terminer, basta, merci, bonsoir. C'est terrible. Gros stuff les prétendants. Là ils sont un peu en liesse, hein. Ils savent pas que le lendemain ils vont tous se mettre sur la gueule pour savoir qui va finalement choper le trône. Là ils sont encore tous un peu poteaux. Le lendemain quand il s'agira de trouver un mari à Pénélope, ce sera plus la même affaire, hein, évidemment. C'était un sac qui pue aussi du coup. Bah potentiellement. Évidemment.
Et du coup, chacun raconte des récits et tout, etc. Puis il demande au vieux, mais t'es qui, toi, en fait? Il dit, ah, mais moi, j'ai vu pas mal de trucs. Le vieux commence à raconter des histoires. Pas trop, quand même, hein, pour pas non plus éveiller les soupçons des mecs qui sont présents. Il dit, oui, moi, j'ai vu les enfers, j'ai vu Agamemnon. Il aime bien se vanter, quand même, Ulysse. Hein. On va pas se mentir que ça lui pend au nez de raconter ses bails. Bon. Puis là, là les gens, ils disent, non, mais tais-toi... vieux manant bourré, ferme-la, on veut pas écouter tes histoires. Tous sauf une autre vieille qui est là, une vieille servante du palais qui est là depuis mais tellement d'années, qui dit attends, continue à raconter, moi ça m'intéresse ton truc. Et là il dit ouais bah je te raconte encore et tout. Elle fait mais t'as pas des nouvelles de notre d'Ulysse du coup, parce qu'apparemment on vient d'apprendre qu'il est mort, Télémaque vient de me dire qu'il est mort, mais il est mort comment, tu peux me dire ou pas? Et là il dit non bah je sais pas trop, mais ouais il est mort. Une vieille qui pue, je sais pas, peut-être elle pue elle aussi. Ulysse va la pécho, non. Non, mais donc du coup, comme la traduction l'exige, elle s'appelle Euryclée, la vieille. Non, pas comme la traduction l'exige, c'est pas du tout ça. Mais je viens de me rendre compte que sa mère s'appelle Anticlée et la vieille s'appelle Euryclée. Voilà. J'ai rien à dire là-dessus, je vous ai juste raconté une pensée qui me traversait l'esprit. Pardon. Et donc, Euryclée lui dit... Comme la traduction l'exige, je vais te laver les pieds et tu vas conter encore une fois ton histoire. Parce qu'elle cherche une histoire de clé, toujours. Elle cherche le moindre indice qui pourra la ramener sur les pas d'Ulysse, ou au moins sur les pas de la mort d'Ulysse. Donc du coup, elle lui lave, tu pueras, mais plus les pieds, c'est exactement ça. Du coup, en lui lavant les pieds, il lui raconte d'autres bails et tout, etc. Et là, elle remarque un truc sur ses pieds. Une énorme cicatrice. Et là, la vieille, qui en a vu pas mal dans sa vie, elle se souvient il y a très longtemps qu'il y avait un gamin qui s'était fait à moitié embrocher l'iep par un sanglier sur le mont Parnasse. Et ce gamin, il était venu en pleurs lui demander de l'aider à panser ses blessures. Et ce gamin, c'était Ulysse. Et là, tout lui revient en mémoire. Et là, elle fait... Et là, à ce moment-là, il lui plaque la main sur la bouche, il lui chope le cou, il lui fait « Ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, tu vas foirer mon plan là, ferme-la !» Mémoire de fou, la vieille. Effectivement, après tant d'années, mémoire de fou. Parce que c'est bien connu que personne ne peut se blesser un pied sauf Ulysse, surtout en 30 ans. Bah apparemment, cette cicatrice est très reconnaissable, c'est ce qu'il faut se dire pour le bien du mythe et tout. C'est une fétichiste des pieds sur OnlyFans. Bah peut-être qu'elle regarde tellement de pieds, ouais, que du coup... du coup, elle a su reconnaître ceux d'Ulysse, je sais pas. La vieille podologue. Non mais c'est ça. Mais ferme-la. Non, vraiment. Il lui plaque la main sur la bouche et lui fait « Tais-toi. Vraiment, ferme-la !» Il la tient fermement et dit « Surtout ne dis rien. Surtout, ne dis rien. Je sais que tu m'as reconnu. Je sais que tu sais. On sait qu'on sait. D'accord, très bien. Ferme-la. Ne dis à personne, je t'en supplie. » Parce que si jamais ils le découvrent, ils vont me dézinguer, s'il te plaît. Une cicatrice en forme d'étoile, un impact de la taille d'une pièce de monnaie de 2 drachmes. Oui, parce que Carglass, le vieux là de l'Iliade, qui arrêtait pas de faire des prophéties chiantes. Non, je déconne. Oh mon dieu. Tu sais que je sais que tu sais, exactement. Je peux reconnaître n'importe qui par ses yep, moi. Oui, monsieur, exactement, la vieille, elle dit ça. Non, pas du tout. Elle lui dit, tais-toi, vraiment. J'ai un plan, mais on va le mettre à exécution, de moi. Fais-moi confiance. D'ici là, ferme-la, ne dis à personne que je suis revenue. Mais vraiment, personne. À la limite, à Télémaque qui est déjà au courant, selon les versions encore une fois. Bon, bref, on s'en fout. Le lendemain, les prétendants, après avoir festoyé, vont aller chercher Pénélope au gynécée. J'ai réussi. Et vont dire, ok, alors maintenant, ma belle, tu choisis l'un d'entre nous. Et c'est terminé. Et cette fois-ci, tu nous fais pas le coup du oui, t'as un truc à coudre là pendant 20 ans. Non, c'est fini. Tu choisis un prétendant. Voilà, tu te démerdes, t'en choisis un. Elle dit, bon, calmez-vous. Pour que je choisisse un prétendant, moi, quitte à choisir autant que je prenne le plus fort, vous allez tous vous affronter sur une petite épreuve d'adresse. Et puis celui, du coup, qui parvient à faire mieux que mon défunt mari aura mon cœur. Voilà.
Franchement, après tout ce temps, moi je les trouve vachement patients les mecs. Hein. Parce que si j'étais à la place d'un des prétendants, ça fait longtemps que je les aurais tous emposés dans leur sommeil et que j'aurais dit à Pénélope, coucou, il y en a plus, je suis le seul. T'as plus le choix, meuf. Voilà. Bref. Ils sont surtout très cons. Ils sont très cons. Voilà. Du coup, ils disent, bon, ok, alors c'est quoi ton épreuve en question? Elle dit, alors, je veux qu'une flèche traverse 12 cercles qui sont des trucs de hache. Je te le raconte hyper mal. Je te raconte hyper mal. Démute-toi. Mais je suis démute, vilain. Arrêtez de me dire ça. Voilà. Donc du coup, je veux que des fers de hache. Exactement, merci. Des fers de hache. Excusez-moi. Je veux qu'une flèche traverse 12 fers de hache avant d'atterrir au milieu d'une cible. Oui, alors ça a l'air très très facile dit comme ça, mais Ulysse arrivait à le faire et je ne serais capable de n'épouser un homme que s'il arrive à faire mieux que mon défunt mari. Ok. Donc, du coup, les mecs, tour à tour, vont se mettre en randonnion finalement en ligne, en mode ok, chacun son tour, on va tirer, on va voir qui est-ce qui fait le meilleur score. Tu te mets la tête toi-même. Bref, donc à ce moment-là, il va y avoir un no deep like finalement, puisque Télémaque, alors je sais pas pourquoi Télémaque va faire ça, hein, mais Télémaque va dire ok, mais je vais être le premier à tirer ma flèche. Le gars il s'est pris pour Oedipe, pas de souce. Non, pas du tout. Non, juste simplement, il veut tirer la flèche en premier, d'abord pour montrer qu'il est le digne héritier d'Ulysse, et que quels que soient les prétendants, il montera sur le trône quoi qu'il arrive, et qu'il épouse après sa mère, mais au moins il dit, moi je vais monter sur le trône, terminer basta, bonsoir, voilà, en randonnion. Oui, ça se dit. Ça vous a choqué à ce point-là? Ça vous a choqué? Non. Bref, Télémaque essaye de tirer, mais il n'arrive même pas à bander l'arc. Vraiment. Genre vraiment... C'est honteux. C'est honteux. Vraiment, le Télémaque, pas Télémaque, merci capitaliste. Télémaque n'y arrive pas. Là, tous les prétendants se foutent de sa gueule, ils font aller casse-toi petit. Arrive autour de tous les prétendants, etc., etc., etc. Et il n'y en a aucun qui arrive. Hein. Voilà. Aucun n'arrive à bander ce putain d'arc. Vraiment. L'arc est beaucoup trop raide. Il n'arrive même pas à... Il tire comme ça. Il n'y arrive pas. C'est vraiment genre... le Excalibur version arc, tu vois ce que je veux dire? Bref, du coup, ça ne fonctionne pas. Et là, il y a le vieux de la veille, celui qui puait et qui bouffait son petit morceau de bœuf, qui se pointe dans la cour où du coup il y a les 12 haches qui sont les unes derrière les autres. Juste avant, il avait appelé son porcher pour lui dire « Ok, prends toutes les armes de tous les prétendants et va les planquer. Fais-moi confiance, mec. Fais-moi confiance. » Du coup, le porcher s'est exécuté. Et une fois qu'ils ont planqué toutes les armes, le vieux arrive et lui dit « Est-ce que je peux essayer ?» Alors tout le monde rigole en mode « PTDR, le vieux, tu vas pas y arriver, d'accord ? C'est mort en fait. » Il dit « Oui, mais attendez, moi quand j'étais jeune, j'étais un guerrier fringant. Voilà, c'est pas du tout pour prétendre au trône. Moi, c'est juste pour savoir si je suis capable, en tant que vieux guerrier, de pouvoir encore faire une dernière prouesse, évidemment. » Bon, ok. On te laisse, de toute façon personne n'y arrivera, donc lui n'y arrivera pas du tout non plus. Et puis bah du coup, Ulysse commence à tordre l'arc un peu, pour l'adoucir, comme ça. Alors tout le monde se fout de sa gueule, genre il commence un petit peu à tordre l'arc, comme ça, pour l'assouplir, etc. Il est gentil. Voilà. Magnifique. Tout le monde se fout de sa gueule. Une fois que l'arc est un peu bien souple, bah là, aucun problème pour le bander. Aucun problème. Aucun problème. Et là, c'est nickel. Il le bande. Tous les prétendants sont en mode... Mais comment il sait, lui? Hop, il tire la flèche, il la décoche. Sans aucun mal, elle traverse les 12 fers de hache et se plante en plein milieu de la cible. Et là, tout le monde est... Ah eh ben merde alors. L'arc d'Ulysse, c'est un arc de vieux briscard. Faut l'art et la manière pour l'utiliser. Il n'y a que le proprio qui sait comment ça marche. C'est exactement ça. Il la décoche et je parlais pas de la flèche. Pardon, excusez-moi.
Bref, à ce moment-là, il fait... Alors, qu'est-ce que vous allez faire, bande de petits bâtards? Et ouais, ils ont fait, non mais attends, le seul qui peut faire ça, c'est Ulysse normalement. Bah ouais, bah je suis Ulysse, qu'est-ce que tu vas faire? Mais attends, mais t'es pas mort? Non, je suis pas mort. Venez qu'on se met sur la gueule. Et là, du coup, il reprend son arc tout fraîchement bien moulu et bien manipulé. Il ressort et hop, décoche ses flèches une à une sur tous les prétendants, comme ça. Avec l'aide de Télémaque, son gamin. Là, à ce moment-là, les prétendants essayent de s'échapper pour aller chercher leurs armes. Mais non, leurs armes, merde, on les trouve pas. Ah bah oui, elles avaient été cachées par le porcher. Évidemment, forcément. Il tue un à un tous les prétendants de Pénélope. Et arrive devant... Le bruit de flèche refait non. Il arrive devant Pénélope en disant mon amour, ça fait 20 ans. 20 ans qu'on a été séparés. Pénélope, elle dit t'es vraiment Ulysse, toi. Je te reconnais pas du tout. T'es pas du tout Ulysse. T'as pas la gueule de mon mari, tu vois. Mon amour, oui c'est ça, mon amour. Ça y est, il a oublié Calypso. Ça fait 20 ans que je t'aime. Voilà. PTDR, t'es qui? Exactement. Elle se méfie, elle me dit, mais t'es vraiment Ulysse? Toi là, le vieux là, mais t'es vachement vieux, t'es pas mon mari toi, c'est pas possible. Mais non, il a pas cette gueule mon mari. C'est pas possible. Elle dit, mais si, bien sûr que si, je suis ton mari. Alors elle dit, je suis désolée, je te crois pas. Alors là, Ulysse, il commence un peu à péter un câble. Il fait, attends. Je me suis tapé 10 ans à errer en mer pour que tu me rejettes et que tu me reconnaisses pas. Mais de qui tu te fous, madame? Du coup, il va aller chialer dans les jupons d'Euryclée. C'était ça? C'est Euryclée? Ouais, c'est ça. Euryclée, la vieille Euryclée. Il dit, tu te rends compte, la vieille? Elle me croit pas. Et du coup, elle dit, écoutez, monsieur, je ne vous connais pas. Calmez-vous. Euryclée, ce qu'on va faire, c'est que le monsieur a l'air vieux et fatigué. Tu vas prendre mon lit dans ma chambre. Tu vas le déplacer, tu vas le mettre dans une autre chambre. Et tu vas faire dormir ce vieux monsieur dans ce lit ce soir. D'accord? Euryclée, elle dit, attends, mais meuf, je vais pas soulever un lit. Tu m'as vu, je suis une vieille... Bref. Et là, Ulysse, il se retourne, il fait, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Elle dit, bah comment ça, c'est pas possible? C'est votre lit là dont tu parles, c'est ton lit, à savoir notre lit, puisque je suis Ulysse. Oui. Il dit, bah non, notre lit, on peut pas le déplacer. Non, parce que c'est moi qui l'ai taillé dans le tronc d'un chêne qui est enraciné au sol, donc c'est impossible de déplacer ce lit. Et là, Pénélope, elle fait, ok, c'est bien toi, d'accord. C'est bon, je te crois, je suis rassurée, chérie. Oh putain. Et là, Ulysse, il fait, ah, d'accord. C'était une ruse pour savoir si c'était bien moi. Ah, oh putain, t'es maligne. Oh là là, j'ai bien fait de t'épouser, dis donc. Ah bah oui, on est rusés tous les deux. Ah bah oui, on est vachement rusés. Ah là là, mon dieu. Ok, t'es moche, je sais plus, mais ça va. Non, mais au moins, elle est en mode, ah ok, c'est vraiment toi. D'accord, ok. Ensuite, il y a une légende qui raconte Ulysse, ça peut retrouver son apparence d'avant. Enfin, pas d'avant, parce qu'il s'est quand même écoulé 20 ans. Donc t'inquiète qu'il a pris des rides entre-temps et une bonne beubare bien blanchissante. Mais qu'il n'est plus un vieux briscard qui pue. Puis il y a d'autres récits qui racontent qu'il est toujours un vieux briscard qui pue, puisque Athéna ne lui a pas pardonné. En tout cas, il a retrouvé Pénélope. Elle, Pénélope, est soulagée au-delà des apparences. Elle aimera toujours son mari. Et ça, c'est tout est bien qui finit bien. Finalement. T'as pas changé, chérie. Je ne regrette pas de t'avoir trompé qui aurait pu sortir. Là, c'est ça. C'est horrible. Bien le bonsoir de Joaquin. Bref. Et donc du coup, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est faux. Elle doit probablement être ménopausée. Il y a plusieurs fins à ce récit finalement. Mais la prophétie qui avait été annoncée au début, qui disait que si jamais Ulysse quittait l'Ithaque, il allait mettre 20 ans à rentrer chez lui, est donc vrai. Malheureusement, Ulysse continuera à s'obstiner dans son opiniâtreté et dans le fait que du coup... Les dieux n'en ont plus rien à faire des humains, mais surtout que les humains n'ont plus besoin des dieux. Il va commencer à répandre sa parole sur toute l'Ithaque. Et il y a une légende qui raconte que petit à petit, la religion grecque va s'éteindre avec Ulysse, qui a été le premier à ne plus croire dans les dieux. Finalement, Zeus le savait. Quelle triste vie, putain. Elle apprend pas qu'il a trompé pendant 10 ans. C'est pas écrit. Donc je ne saurais répondre à cette question. Voilà, je ne sais pas. Et puis il y a pas mal de fins, mais la fin qui me plaît le plus, la fin d'Ulysse, puisque bon, ça c'est la fin d'Odyssée, puisque l'Odyssée est terminée, il est enfin rentré chez lui. Mais comment est mort Ulysse?
Il y a plusieurs fins. Il y a certaines fins qui disent que il aimait tellement sortir. Oui, il est maso. Hein. Il est maso. Il aimait tellement voguer à travers la mer qu'il est reparti en mer pour découvrir de nouvelles îles et potentiellement de nouvelles nymphes. Qu'est-ce que je te dise? Et faire de nouvelles épopées à travers la Grèce. Il y a d'autres fins qui disent qu'il s'est retiré, qu'il a vieilli, qu'il est devenu berger, qu'il s'est retiré avec Pénélope et que ils ont vieilli quelque part dans un pré, loin des contraintes de la vie de roi. Mais la fin que je préfère, c'est que quand il aura buté les 12 prétendants, il aura aussi buté les 12 poucaves de sa femme. Enfin, c'est surtout Télémaque qui va buter les poucaves de sa femme. Il n'y en avait qu'une qui était la poucave, mais comme ne sachant pas laquelle c'était la poucave, il a buté les 12 servantes de sa femme. À ce moment-là, Ulysse, un peu vénère, va dire « Mais je t'ai pas élevé comme ça, petit con !» Et du coup, pour se repentir, je sais pas pour quelle raison, va partir en exil sur une terre, loin de tout le monde, parce qu'il ne supporte pas de voir son fils tel un horrible meurtrier, finalement. Et puis un jour, il y a un gamin qui va venir, et qui va l'affronter, un duel. Bref. Et une des seules divinités dans lesquelles Ulysse et tous les autres ne pourront pas lutter, parce que même s'ils ne croient plus en Zeus, en Athéna, etc., il y a 3 divinités qui sont qu'on ne peut pas nier finalement. Ce sont les 3 moires, celles qui annoncent la mort, celles qui choisissent de la mort. Et les 3 moires, pour le fil de la vie d'Ulysse, ça fait longtemps qu'elle tire le fil comme ça et qu'elle déroule le fil de sa vie. Et elle regarde Ulysse comme ça, et il y a un gamin qui s'approche d'Ulysse, et la moire qui dénoue le fil tire dessus, et le fil s'arrête net au moment où il rencontre le gamin. C'est pas Télémaque. Non. Les moires se regardent, et la moire qui est là pour couper le fil sort les ciseaux. Et là, le gamin vient voir et dit « C'est toi, Ulysse ?»« Ouais. Je vais te tuer. » Ulysse dit pourquoi ?» Il dit « Tu vas mourir. » C'est pas le fils de Télémaque non plus. Thanatos en cosplay non plus. Ça aurait pu être Zeus depuis tout ce temps non plus. C'est un simple mortel. Non, c'est un demi-mortel. Les moires, il y en a une qui tire le fil, l'autre qui tient la pelote, l'autre qui est comme ça avec ses ciseaux, s'approche tout doucement, et il dit « Je m'appelle Télégonos. » Engage un combat singulier. Au moment où il va tuer Ulysse, Ulysse dit « Rappelle-moi ton prénom », il dit « Je suis Télégonos, né de père inconnu, mais fils de Circé. » Et là, Télégonos tue Ulysse. Et là, les moires coupent le fil de la vie d'Ulysse. Et c'est ainsi qu'il va mourir. Et voilà. Eh oui! Il n'a pas élevé Télémaque, il n'aura pas élevé Télégonos. C'est le pire père du monde. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, c'est qui Circé déjà? Circé, c'est une déesse / sorcière qui l'avait aidé pour aller au royaume d'Hadès pour retrouver Tiresias. Et j'ai oublié le nom! Tiresias. Bref. Les noms, je vous assure, j'ai un sous avec. Oh mon dieu. Voilà. Tiresias, merci chevalier Couliassier. Voilà. Tiresias. Et donc il avait vécu pendant 1 an avec Circé. Et donc en 1 an, il a pu aisément la féconder, effectivement, et donner naissance au petit Télégonos, qui doit être autre que son fils, du coup. Voilà. La féconder. Bah oui. Tu veux que je dise quoi? L'engrosser? C'est horrible ça comme mot. Féconder, au moins, je sais pas. C'est la fécondation d'un ovule. Bon, c'est très sommaire comme mot, mais ok. Ulysse se perd indigne. Ah, totalement. Il s'est pas du tout occupé de ses gamins. Quel enfer. Mon dieu. Il a eu téléphérique avec la nymphe. Non. Téléphérique, putain. Il a rien eu avec Calypso, ou alors tu sais quoi, je ferais mes recherches pour savoir si Calypso a eu des enfants, dont un d'Ulysse. Pourrait être cool de savoir ça. Voilà. Sais-tu si l'histoire d'Ulysse a un rapport avec l'Odyssée d'Homère? Je viens de te raconter l'Odyssée d'Homère. Donc oui, ça a un rapport. Merde. Eh bien écoutez, est arrivé le moment où on va jouer. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je vais en profiter pour faire une pause pissou.
Et puis on va jouer maintenant. Ouais, tout simplement. Donc l'Odyssée d'Homère, c'est l'histoire d'Ulysse. C'est ça en fait, Nettie. Alors, c'est pas l'histoire d'Ulysse dans le sens où on n'a pas l'enfance d'Ulysse, on n'a pas la fin d'Ulysse non plus, mais on a tout le moment où il quitte Ithaque pour partir à la guerre de Troie. Donc l'Odyssée et l'Iliade d'Homère va raconter les périples de tous les héros grecs contemporains, dont Ulysse. Voilà, puisque Ulysse c'est celui qui va le plus en chier finalement au cours de son Odyssée. Mais tout à fait. Tout à fait. L'Iliade, c'est qui? C'est Homère aussi, mais l'Iliade, c'est plus centré sur les autres rois, un peu plus spotlight sur Achille. Voilà. Donc oui. Hop. Ulysse 31 fait un bon résumé, c'est aussi des glingos. Ah ouais? J'ai jamais regardé Ulysse 31. Voilà. Ou lu, je sais plus si c'est une BD ou un dessin animé. Ce n'est point de ma génération, désolé. Je reviens, je vais faire un pissou. N'hésitez pas à vous connecter pour ceux qui veulent venir jouer avec moi. Et voilà. Du coup, l'histoire d'Ulysse qui arrête de croire aux dieux provoquant la chute des dieux grecs, c'est sûrement une réécriture chrétienne. Non, je crois que c'est aussi je crois que c'était plus ou moins suggéré bien comme il faut dans l'Odyssée. Hein. Il me semble. Hein. Il me semble que c'était plus ou moins suggéré dans l'Odyssée que Ulysse ne croyait plus dans les dieux. Hein. Après, est-ce que c'est dit comme ça? Ça, je ne sais pas. Je ne vais pas avoir la prétention de vous dire que j'ai lu l'Iliade et l'Odyssée dans sa langue originelle. Hein. Non, je les ai pas lus en VO, les bouquins. Non, faut pas croire. Hein. Mon Dieu. Hop, je reviens tout de suite, je vais faire un pissou. Du coup, tu n'as pas compris quand je parlais